des lois dans leur tête, et ils s'étonnent que le Cameroun est la risée de tout le monde et qu'on soit ridiculisé il y a partout, qu'on se fasse tabasser au concours du CAMES, qu'on se fasse humilier un peu partout et que voilà, quand on regarde maintenant les intellectuels camerounais, on commence à se poser des questions alors que autrefois les intellectuels camerounais faisaient la fierté du pays. Donc le code électoral article 122 ne prévoit les PV nulle part et j'ai donc envoyé chacun aller lire lui-même car c'est gratuit en ligne. Article 122, toutes les pièces à fournir, toutes. Nulle part il y a le PV. Article 123 maintenant, vous allez déposer alinéa 3 au Conseil constitutionnel, alinéa 2 à la Direction générale des LECAM. Donc voilà les deux exemplaires et c'est tout. Soit vous-même, soit avec une procuration. Dans le cas du MRC, vous avez bien vu la procuration qui a été indiquée pour le dépôt du dossier. Donc voilà. Maintenant pour une fois que c'est fait, la liste, comment dire, le conseil électoral va donc publier la liste des candidats au plus tard 60 jours avant le début du scrutin. Ça c'est l'article 126 du même code électoral. Vous voyez, on a fait l'effort de lecture pour vous. Comme ça vous facilite les choses, on vous partage ça ici afin que nul n'en ignore. Donc, quand on va déposer les candidatures, elles doivent être publiées au plus tard dans 2 mois, dans un mois, c'est-à-dire 60 jours, donc au plus tard le 11 août, au plus tard dans un mois après la convocation du corps électoral. Donc c'est au plus tard le 11 août, tout sera bloqué, c'est-à-dire tout sera bloqué et voilà. Et c'est là où toute votre agitation autour du mandat représentatif, mandat impératif sera réglée ad vitam aeternam, parce qu'on dira la loi. Que ça vous plaise ou non, on dira la loi. Il y aura pas de raccourci, il y aura pas de demi-mesure, il y aura pas de fantasme. Ne rêvez pas, on dira la loi. Nous allons obliger Atangna Clément et tout le cartel à dire la loi. Je dis bien, on va les obliger. On ne va pas accepter qu'ils ne disent pas la loi. Comprenne qui pourra. Vous dites la loi parce que ce n'est pas facultatif, parce qu'on ne dit pas la loi, parce qu'on est d'humeur de dire la loi, bon on dit la loi, non, on dit la loi parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est un ordre, parce que la loi ne transige pas, la loi ne tergiverse pas, la loi ne demande une faveur à personne. Donc on va dire la loi. Au plus tard le 11 août, conformément à l'article 126, donc 60 jours après la convocation du corps électoral, ou 60 jours avant la date du scrutin, dont un mois après la convocation du corps électoral, voilà. Si la loi n'est pas dite, et rassurez-vous, elle sera dite, mais si la loi n'est pas dite, je le répète encore, bon, déjà, sur le plan institutionnel, on amorce ce qu'on appelle le contentieux préélectoral. Comme ça, vous nous expliquez pourquoi vous n'avez pas dit la loi, ça c'est prévu. J'ai pas les textes ici, mais c'est on dispose d'un délai de, je crois, c'est 3 jours, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, contentieux préélectoral, comme ça, tout le cartel, toute la mafia de Yaoundé nous explique pourquoi telle ou telle candidature a été rejetée. Et voilà. Donc, maintenant, si la loi n'est pas dite, je dis bien si la loi n'est pas dite, ne vous attendez même pas à ce qu'une quelconque élection se tienne au Cameroun. C'est impossible. Vous n'allez pas tenir une élection où la loi ne sera pas dite. Vous n'allez pas tenir une élection sans Maurice Kamto. C'est impossible. Ça n'arrivera pas. Ne rêvez pas. Donc ceux qui disent que Kamto ne sera pas candidat là, rayez cela de vos papiers. Kamto candidat, Kamto pas candidat, Cameroun pas élection. C'est-à-dire, vous n'allez pas vous imaginer que vous allez inféoder la loi à votre volonté, à vos désirs, à vos fantasmes. Vous êtes mentalement malade, comme je ne fais que le dire. Les élections se tiendront avec Maurice Kamto ou les élections ne se tiendra pas. Je n'ai même pas besoin de vous expliquer. Je me demande même comment vous faites pour vous imaginer que les élections peuvent se tenir au Cameroun sans Maurice Kamto. Il faut un talent inouï pour se l'imaginer. C'est-à-dire, c'est terrible. Soit vous le faites exprès, soit votre stupidité est incurable. Comme dirait Yakano. Donc ça ne souffre de rien, la candidature de MK. Donc voilà. Le conseil électoral va donc publier au plus tard le 11 août les candidatures de manière définitive et tout ça sera réglé. Donc on va, maintenant que ces choses-là ont été clarifiées, on peut continuer avec vous sur les dispositions légales de manière comme ça à la volée. Au niveau de l'article 127, ça concerne les soutiens de Paul Biya. Vous voyez, je suis gentil. Alors je demande s'il a les 300 signatures. Il a les 300 préservatifs. Il a les 300 préservatifs, donc voilà, c'est comme ça. Si tu as d'autres questions, pose-les. En tout cas, il a les 300 préservatifs. Donc, si tu en veux un, ouais, mais ce sont des extra larges. Hein. Je sais que toi, c'est la taille miniature, donc je sais pas.
Tu peux te débrouiller, mettre sur la tête comme Paul Biya à Paris. Bref, c'est toi qui vois. Vous concernant d'ailleurs vous les fans de Paul Biya, je vous renvoie à l'article 127 parce que quand on a 93 ans, même la nature peut agir. Donc comme mon bon cœur est ce qu'il est, je vais quand même vous aider. Si le candidat décède avant la tenue des élections, sachez qu'il peut être remplacé. Ça, c'est l'alinéa 1 de l'article 127. Parce qu'on ne sait jamais, 93 ans, même si nous-mêmes on peut mourir n'importe quand. Je peux faire un accident demain, ça c'est pas exclu. Mais de manière naturelle, tu meurs à 93 ans, ça ne surprend personne. Comme je suis gentil, je vous dis alors que au cas où, je ne le lui souhaite pas, mais au cas où, sachez que vous pouvez le remplacer. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, l'article 127 a prévu que on puisse le remplacer. L'alinéa 2 du même article a prévu que vous pouvez le remplacer, oui, mais pas à n'importe quel moment, faut vous dépêcher, parce que la candidature n'est acceptée que si le remplacement a lieu 20 jours avant le scrutin. Donc, chers biaistes qui m'écoutez actuellement, si vous tardez, si vous prenez votre temps, si la campagne démarre et tout, et qu'on n'ait pas choisi un remplaçant, tant pis. Vous n'aurez pas de candidat, on va aller, de toute façon, on va gagner même avec vous en face, mais sans vous, ça va encore être plus rigolo. Donc, débrouillez-vous à avoir justement un candidat de remplacement au plus tard 20 jours avant le début du scrutin. Donc voilà, ça peut intervenir à l'aube de la campagne, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, pas moins de 20 jours avant la tenue du scrutin. Sinon, vous êtes dans la mouise. Vous êtes en fait déjà dans la mouise. Mais bon, j'essaye quand même de vous aider. Donc voilà. Ne renoncez pas au partage, hein, chers amis. Je sais que vous dites, comme vous dites souvent que quand Wilfried parle là, vous êtes tétanisés, vous ne réagissez plus et tout. Donc, continuez de partager la conférence pour les autres. Vous voyez, on est déjà dans le vif du sujet. Et n'arrêtez pas avec les roses et les cadeaux, s'il vous plaît. Parce que si ça se coupe une fois encore, je ne vais pas recommencer. C'est humainement désagréable. C'est-à-dire, surtout de se dire que nos ennemis veillent plus que ceux qui sont avec nous. Or, on est plus nombreux. Parfois, c'est 4, 5, 6 personnes maxi qui signalent. Là, on est près de 600 personnes déjà. C'est pas normal que 600 personnes perdent le combat face à 2, 3, 4 personnes. Il y a une personne avec 50 000 comptes qui signale, parce qu'il faut pas que Wilfried dézingue Paul Biya. Vous savez que ils peuvent s'amuser avec certaines personnes sur le plan, enfin sur les panels, sur les trucs, mais nos autres, les Footing, les Wilfried, les machins, les Imaro, c'est mort. Niveau argumentation, comment tu vas t'en sortir? Tu es biaïste, tu as Wilfried et Kanga, tu as Footing, tu as Imaro, tu vas, comment tu vas t'en sortir? C'est la mort assurée, tu ne peux pas. Donc il faut obligatoirement signaler, verrouiller les coups bas, bref, des choses comme ça. C'est leur seule porte de survie. Ils n'ont pas d'autres alternatives, ils n'ont pas d'autre échappatoire. Donc voilà. C'est ce que je voulais vous dire sur la perspective que Paul Biya passe l'arme à gauche avant la campagne. Je ne le lui souhaite pas, mais bon. Naturellement, c'est possible. Sauf si vous êtes assez idiot pour dire que ce n'est pas possible, il est immortel. Non, il est mortel comme nous. Je peux mourir avant lui, mais il peut mourir avant moi aussi. Comme je ne suis pas candidat et que lui il est candidat, je vous dis donc que pour que vous n'ayez pas de mauvaises surprises, sachez que voici ce qu'a prévu l'article 127, alinéa 1, il peut être remplacé, alinéa 2, remplacé le 20 jours avant le scrutin. Voilà, donc ne me remerciez pas pour la pédagogie, c'est de bon cœur. Pour les candidats indépendants, et ils ne peuvent pas être remplacés, donc ceux qui ont posé la candidature comme candidat indépendant, ceux qui ont posé la candidature avec les 300 signatures, ceux-là, si tu viens y a décédé, s'il t'arrive malheur, si tu ne peux pas être remplacé. C'est parce que bon, pardon, il n'y a pas de procuration possible, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de tu agis pour toi et uniquement pour toi. Il n'y a pas possibilité. Donc voilà. Maintenant, une fois que tout ça est fait, je vous renvoie à l'article 137 du Code électoral. Dans l'article 137, il est précisé donc que le Conseil constitutionnel, dont Atangna Clément et toute la pègre, je les appelle comme ça, évidemment, on ne leur fait pas confiance du tout. C'est pour ça qu'on ne va pas leur laisser la possibilité de tricher. Donc on a besoin des scrutateurs et de tout l'arsenal logistique, et c'est pour ça qu'on vous a invité à contribuer massivement à la cagnotte du MRC pour avoir les 7 milliards. Je répète encore, comme disait le philosophe Emmanuel Kant, le philosophe allemand, es ist eine kategorische Imperative. C'est un impératif catégorique, donc absolument, il nous faut les 7 milliards, l'argent est le nerf de la guerre, on a besoin des powerbanks, on a besoin des bouteilles d'eau, on a besoin des biscuits, on a besoin de transport, on a besoin pour 26 000 bureaux de vote et plus, on a besoin de tout ça là, pour que quand la bande à Eric et Soucé
et tous les criminels des LECAM chargés de fabriquer de faux résultats pour Paul Biya va se mettre à l'œuvre. On est du répondant humain, qu'on puisse tout filmer, qu'on puisse tout contrôler, qu'on puisse tout vérifier, qu'on ne leur laisse pas la moindre échappatoire pour nous empêcher de chasser cet individu-là qui a pris le pays en otage pendant 50 ans. Mais il est malade, 50 ans. Cet individu arrive en 1969 comme chargé de mission à la présidence de la République. C'est-à-dire, c'est 62, qu'est-ce que je raconte? Il a 49 ans quand il devient président de la République en 1982. Il a 29 ans quand il arrive 20 ans plus tôt en 1962. C'est-à-dire, ça fait un demi-siècle, voire plus, qu'il occupe les plus hautes fonctions à la tête de l'État. Il a été de tous les sales coups. Quand on a éliminé au CND Afana, il était là. Ça, il faut aller dire ça aux biaïstes qui aiment s'agiter sur Kamto et mode de 2008, Kamto était où et blablabla. Paul Biya, quand on a éliminé Castor au CND Afana, il était là, il était au gouvernement. Quand on a éliminé, on ne dit pas les petits manifestants, non, on dit les grands noms. Les grands noms de la résistance. Le tout premier docteur en économie au Cameroun, on l'a liquidé comme ça. Il était dedans. On a liquidé le grand Ernest Wangé, le camarade Émile, avec ses accompagnateurs. Un homme vaillant qui a regardé la mort droit dans les yeux sans peur, sans crainte, sans trembler, qui a même dit « Aïe, Jokeles, ne tremble pas ». C'est Georges Pompidou qui te donne l'ordre de faire ça. C'est même pas toi, donc tu n'es qu'un exécutant, dont laisse que ça se passe. C'est pour le Cameroun que je parle, laisse. Ça va bien se passer, tire, c'est-à-dire accomplir aussi ta partition, il n'y a pas de problème. Les grands hommes ont été liquidés, Paul Biya était là, il n'a pas ressenti la moindre compassion. Plus tard, quand on est venu réhabiliter à travers la loi la loi de décembre 91, Paul Biya a carrément traité les résistants de maquisards. Il a épousé le même narratif que les colons comme Jean Lamberton et autres. Au lieu d'apporter un discours nationaliste, au lieu de dire nos héros nationaux, nos leaders, il utilisait le même terme que eux, les maquisards. Donc voilà, il était là, il était présent. Et cet individu veut encore nous prendre le pays pour 7 ans supplémentaires. Est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, qu'il existe un seul biaïste bien dans sa tête? Ce sont des malades mentaux. Tu ne peux pas vouloir, même s'ils sont de ma famille, tu ne peux pas vouloir qu'un individu qui a 93 ans dirige un pays. Tu ne peux pas vouloir ça. Si tu aimes ton pays, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il faut avoir de la haine pour son pays. De la haine pure pour demander à un individu de 93 ans de continuer à diriger pour 7 ans encore. De la haine pure. Non seulement pour son pays, mais pour soi-même. Et même envers cet individu-là, c'est pas fair play. C'est-à-dire, Kamto est, c'est un individu tolérant, vertueux, tout ce que vous voulez. Et je vous l'ai d'ailleurs toujours dit. D'ailleurs, quand je parle avec le président, il le sait. Moi, je suis beaucoup plus méchant que lui. Il y a des choses que lui, il fait que je ne ferai pas. Mais c'est lui le président, donc c'est lui qui décide. Chantal Biya, par exemple, normalement, dans un monde où quelqu'un serait beaucoup plus méchant que Maurice Kamto, Chantal Biya doit aller en prison pour maltraitance sur personne âgée. C'est méchant ce qu'elle fait, votre Marimar nationale. C'est-à-dire un individu de 93 ans qui doit, c'est-à-dire, quand on a 93 ans, je vous décris la vie d'un homme de 93 ans, c'est la véranda, un verre de matango, une assiette de pommes, ses petits-fils partout, ses 2 petits chiens, son petit tabouret, c'est tout. Derrière la terrasse de sa maison, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire dans les palais? J'ai reçu tel jour à 93 ans. Qu'est-ce que tu comprends encore? On a dit à Paul Biya au sommet de Washington le 22 septembre 2022 que Paul Kagame vient de parler. Comment tu peux dire est-ce qu'il y a des gens importants dans la salle? On t'a invité, Joe Biden t'a invité, tu as dit oui à l'invitation. Ou alors quand Gongo validait l'invitation, toi tu n'étais pas au courant, et quand on t'a mis dans l'avion, tu savais même pas où tu pars, tu allais à Genève. Il arrive et dit est-ce qu'il y a des gens importants? Qui sont tous ces gens qui sont là? On dit mais Président, c'est pas possible. C'est-à-dire, c'est pas possible. On lui dit que Paul Kagame vient tout juste de s'exprimer. Paul Kagame, les gens sont là, il y a les grands hommes politiques, il y a tes homologues. Comment tu viens quelque part, on t'a invité et c'était il y a 2 ans. Donc il a vieilli de 2 ans. Vous imaginez ça à quoi il ressemble 2 ans plus. Il a de 3 ans, qu'est-ce que je raconte? De 3 ans supplémentaires. Vous imaginez ce que ça donne 3 ans plus tard? C'est l'inaptitude qu'il avait il y a 2 ans ne s'est pas améliorée maintenant. Il faut être méchant, avoir de la haine pour son pays, que de vouloir donner 30 millions de Camerounais, dont la moyenne d'âge est de 18 ans, à un individu qui ne se souvient même pas de sa propre existence. Ça demande une aversion envers son propre pays comme pas possible.
C'est-à-dire, je sais même pas comment appeler cela. C'est un assassinat contre sa république. C'est un républicide. Voilà. Et que meurtre contre la république. Donc faut pas. Alors, notre article 137 nous explique donc, pour revenir dessus, que le Conseil constitutionnel d'Atangna Clément proclame les résultats 15 jours après la clôture du scrutin, ce qui signifie que d'ici le 26 octobre, on sera fixé sur les gagnants. Ça va être chaud, hey, mesdames et messieurs. Le 26 octobre, c'est fini. Le 26 octobre, on sait qui a gagné. Le 26 octobre, on a la victoire de Maurice Kamto entre les mains. Je dis on sait qui a gagné comme si, vous vous rappelez de notre frère Bibou Nissak, dont nous souhaitons ardemment la libération. En fait, il y aura que des positifs en ce mois d'octobre. Bibou Nissak qui revient, Alain Foguet qui revient, bref, tous nos... Et Pascal Zamboué, le pauvre, il a perdu sa femme en prison. On a liquidé sa femme, il est en prison. C'est la double peine, il est en prison pour rien. Il perd encore sa femme. Les imbéciles qui l'ont mis en prison ne sont pas capables de veiller à la sécurité de sa famille. Mais ils sont très forts pour aller arrêter les gens chez eux en expliquant que oui, le président possède, le président possède des éléments que vous n'avez pas et c'est pour ça qu'on a arrêté tel. Curieusement, quand la Prado Noire vous suit, ces gens-là n'ont pas les éléments qui leur permettent d'anticiper votre agression et votre élimination. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Ils n'ont pas le renseignement pour les choses importantes. S'ils doivent vous arrêter chez vous, là, rassurez-vous, ils possèdent des informations que vous n'avez pas. Paul Biya est l'homme le plus renseigné du pays, donc on vous a arrêté parce qu'on avait des informations que le commun des Camerounais n'a pas, et blablabla. Par contre, Martinez Zogo supplée la gendarmerie, la femme de Pascal Zamboué aimera bien l'intervention de l'agent. Bref, tout ce monde-là. Marthe et Kemeyon, la femme de Roland Moumier, violemment éliminée en 2009, c'est-à-dire agressée mais sauvagement par un mignard venu de je ne sais où. On ne peut pas protéger la femme d'un grand homme comme ça, là. La pauvre a plus de 75 ans. Elle se fait y attraper. Je veux même pas décrire la scène, c'est terrible. Les conditions dont Marthe Moumier y a perdu la vie. On ne traite pas ainsi ces héros nationaux. On ne traite pas ainsi des gens qui ont combattu pour le Cameroun de demain. Félix Moumier avait tout pour mener une grande vie. Il sort de grandes écoles, c'était quelqu'un de très instruit. Il sort de l'académie William Ponty de Dakar, qui a formé les grands hommes, les Houphouët-Boigny, les Senghor, les grands présidents. Il aurait pu se plier, se conformer, avoir la vie du Béni, oui, et il aurait la même carrière que tous ces gens-là. Parce que lui, il existe avant Paul Biya. Il a été repéré par les Français avant Paul Biya, mais il était négativement, il était perçu négativement par les émissaires français Guy Georgy, Roland Pré et tout ce qui était Jean Lamberton et tout ce qui était chargé de détruire le Cameroun pour le compte de la métropole. Dont Félix Moumier a décidé, malgré tous les atouts qu'il avait, les écoles prestigieuses qu'il a fait, malgré ça, il a décidé de se battre pour le Cameroun. Et à la fin, c'est-à-dire, on ne permet même pas à sa femme d'avoir une vie décente, d'avoir une surveillance personnalisée, d'avoir des gens qui vont la protéger. Non, pas du tout. C'est-à-dire, on l'élimine. Bloquez-moi, Chanteau qui part de bavardage là. Tu es bête comme l'autre Chanteau là avec cette signasse de 12 kilos. On a la première dame la plus inutile du système solaire. C'est-à-dire, c'est pas... Il y a un proverbe chez nous, les étonnes, que je vous rappelle toujours. Le proverbe c'est Iolia Vuiola, c'est-à-dire les homonymes se ressemblent. C'est pas pour rien que Kano a baptisé son fils Kano Kamto, pour que Kano Junior ait le comportement de Kamto. Toi tu te fais appeler Chanteau, on voit bien le vide sidéral. Vous êtes ce qu'on appelle des hydrocéphales, des gens qui ont l'eau dans la tête. Et Chanteau, ça ne peut venir que de Chanteau, un truc comme ça. On est en train de vanter une grande femme comme toi, qui a combattu auprès de son mari pour un Cameroun libre. Toi, tu viens écrire bavardage. C'est normal que ton idole soit la Marimar nationale que vous aviez là-bas et Etosi. Une femme qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas s'exprimer, qu'on n'entend jamais. La première dame la plus honteuse de toute république confondue. Quand vous regardez, je n'aime pas Paul Kagame, mais regardez sa femme, regardez ses filles. Je n'aime pas Michelle Obama, mais Barack Obama, mais regardez Michelle. Je n'aime pas Emmanuel Macron, mais regardez même sa grand-mère, Brigitte Macron. Elle est très instruite. Elle était professeure de français. Elle s'exprime très bien. Elle sait parler. Elle peut tenir un débat. Regardez les premières dames à travers le monde. Regardez les deux femmes de Bassirou Diomaye Faye. Regardez les deux femmes de Ousmane Sonko. Regardez la femme de Sankara. Regardez même la femme d'Aïdjo.
Regardez les autres premières dames. Regardez l'ancienne première dame que Paul Biya a liquidée en 92, avant d'assassiner ses deux amies, les sœurs de Jum, quelques jours plus tard, en août, le 4 août 92. Regardez les premières dames, les vraies qu'on a eues. Et maintenant, regardez la lollipop que vous avez à Etodi actuellement. Incapable de s'exprimer, incapable de parler, incapable d'argumenter, incapable de raisonner. Sa vie se résume au luxe, les sacs à main, les tapis rouges, les tignas, le jansan, comme pas possible. C'est normal qu'une chanteuse vienne écrire ici. Voilà. Les modérateurs, faites votre travail. Je ne vais pas m'occuper de tous les, je sais pas, tous les voyous qui viennent. Et c'est donc comme ça que nos conférences sont finalement signalées. Vous ne tapotez pas, vous n'envoyez pas de cadeaux, et les imbéciles deviennent de plus en plus nombreux. Il y a elle qui se fait appeler, ou c'est Fit Cup, il a même un nom allemand. Si je me mets à parler allemand avec lui, je sais pas s'il va s'en sortir. Où sont les milliers que comme toi détourné Wilfred? En plus, il est sérieux. Réponds à cette question. Ils sont dans le préservatif imprégné que Paul Biya avait sur la tête à Paris lors des JO. Est-ce que tu as une autre question? Et regardez Melay. Ne dormez pas, chers tous, parce que nos ennemis ne dorment pas. Sinon, je vais y ajouter des modérateurs, ceux qui sont éveillés. Quand je dis éveillés, je sais que vous dormez pas, mais je dis éveillés dans le sens de l'action. Donc, vous avez besoin de cadeaux, il faut... évidemment que j'ai besoin de cadeaux. Le live a été supprimé, il a été bloqué, n'envoyez pas les cadeaux, et Wilfred ne parlera pas. Qu'est-ce que vous croyez? Évidemment qu'on a besoin de soutien. Évidemment. Si vous pouvez envoyer 50 000 diamants par conférence, on ne nous signalerait jamais. Mais vous préférez envoyer vos cadeaux, vos lions aux femmes qui montrent leur postérieur dans les conférences inutiles. Ceux qui risquent leur vie, ceux qui risquent leur sécurité, ceux qui ne peuvent plus aller au pays, ceux qui ont réellement besoin de soutien, vous n'êtes pas là. Qu'est-ce que tu poses comme ça comme question? Tout le monde a besoin de soutien matériel, tout le monde. Sans ça, on ne s'en sort pas, on ne va nulle part. Et en plus, même au niveau de la communication, ce n'est pas possible parce que les faux profils, tout le cabinet noir que Paul Biya envoie pour infester nos conférences, agit pour que nous ne puissions pas faire le travail que nous faisons. Peut-être tu vois 700 personnes, c'est un grand travail de retrouver les 700 personnes là. Tout à l'heure nous étions 900, la conférence a été supprimée. Heureusement, j'ai certains avantages que les gens aiment bien m'écouter parce qu'il y a du contenu. C'est pas facile d'avoir 700 personnes, d'avoir 900 personnes quand on parlait seul, d'avoir le live supprimé, de revenir parler seul et d'avoir de nouveau à peu près les 900 personnes qui sont parties. Et qui plus est, quand on parle d'un thème politique, d'un thème, c'est pas le Congo, ça c'est pas le Japap. Donc voilà. Ça c'est le petit commentaire que je voulais faire à cette chanteau tout aussi insipide que l'autre chanteau d'Etodi là-bas. Faut se débarrasser de celle-là, c'est-à-dire qu'elle aille, je sais pas, Moros comme toi dit qu'on va rien leur faire. Donc qu'elle aille, je sais pas, qu'elle se cache quelque part où elle va gêner personne. Mais en tout cas qu'elle libère le plancher, c'est la pire première dame qui soit. C'est la pire. C'est une honte pour le Cameroun. Une première dame qui ne sait pas parler. Vous avez vu ça où? C'est-à-dire, Bikim David, va te cacher. Ici tu n'as pas droit à la paix. Je vais moi-même me charger de te bloquer. On n'a plus le temps pour vous. C'est-à-dire, tu n'existes que sur les plateformes MRC. Les gens t'ont donné de la visibilité pendant des mois. Tu aurais cessé d'exister depuis si on s'était occupé de ton cas. Il y a des panels RDPC, ça ne t'intéresse pas. Tu es toujours ici. Bloquez-le-moi. Qu'il disparaisse, qu'il aille à la poêle. En plus, il vient avec le profil de Paul Biya. Prenez des photos récentes de Paul Biya. Là où il est à l'état de légumes. Arrêtez avec les photos de 1980. C'est pas sérieux. Deng Xiaoping, en vieillissant, prenait ses photos actuelles. Il n'avait pas, c'est-à-dire, il ne craignait pas la vieillesse. Et c'était un grand homme. Lui, il avait même la possibilité, tous les droits de faire ça. Il a transformé la Chine comme pas possible. Et il a même laissé le pouvoir avant de mourir. Mais avant de partir, quand il a vu que les dirigeants à qui il avait confié le pouvoir n'appliquaient pas très bien les réformes, il est reparti faire un dernier tour de la Chine. Il avait 84 ans. Un dernier tour de la Chine, rencontrer les paysans, rencontrer les ingénieurs en disant que non, vous devez poursuivre dans les réformes que nous avons adoptées en sortant du maoïsme. Ça a redynamisé, ça a reboosté la Chine. Il ne se cachait pas, il était vieux, il n'était pas beau. Mais les gens aimaient ça, il avait un pouvoir pas possible. Il avait une aura, il transpirait quelque chose. Il n'avait plus le moindre pouvoir politique, mais son aura, son pouvoir symbolique permettait à ce que il pouvait critiquer le gouvernement, insulter les soldats le politburo du parti communiste qui dirigeait. On ne pouvait rien lui faire car c'était Deng Xiaoping.
C'est ça les héros. Tu viens prendre une vieille photo de Paul Biya qui refuse de vieillir, tu viens avec ça ici et tu penses que dégagez, on n'a pas le temps pour vous. C'est-à-dire, quand on va même amorcer la ligne droite de la campagne, là, c'est fini. Vous venez profiter de nos audiences, de nos panels, qui s'intéresse à vous. Tu viens faire la publicité de Biya ici. Biya est illégal sur nos plateformes. C'est-à-dire, il est illégal. Personne ne vient parler. C'est l'église désormais. C'est Maurice Kamto ou rien. C'est-à-dire, ce n'est pas facultatif, ce n'est pas celui qui veut parler de Biya. Mais est-ce qu'on arrache votre téléphone? J'ai utilisé mon téléphone, ma connexion. Et voilà, les gens viennent parce que je parle de Maurice Kamto. Si tu trouves que Biya est intéressant, utilise ton téléphone, ta connexion. Ne viens pas nous enquiquiner avec Paul Biya. Paul Biya est illégal ici. Il est inconditionnellement et fondamentalement irrecevable. Il rira bien qui rira le dernier. Bon, en attendant, va pleurer hors d'ici. Et laisse-moi continuer de partager avec les Camerounais les informations relatives à la suite des événements. L'article 137 donc du Code électoral précise que le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection 15 jours après le scrutin. Et je parlais donc du 26 octobre, la date du chassement ultime, la date où on se débarrasse de Paul Biya et on met fin à 43 années de cauchemar absolu. C'est-à-dire de cauchemar absolu. Faut regarder le Cameroun, mais je vais vous parler tout à l'heure de la visite de Paul Biya à Bonn en Allemagne. Paul Biya est arrivé avec son ami Jean Kuetey en 86. Ils étaient à Bonn en Allemagne, ils ont rencontré Helmut Kohl, le chancelier allemand. Helmut Kohl était impressionné par le dynamisme de ce président jeune à la tête d'un pays très prospère comme le Cameroun, qui a une compagnie aérienne qui fait voyager ses avions, fait du Douala, Yaoundé, Rome, mais Douala, Paris, Rome, c'était incroyable, le Cameroun. Avec un PIB supérieur à celui de la Chine. Je dis bien supérieur à celui de la Chine. Aujourd'hui, le PIB de la Chine a été multiplié par 42. Le PIB du Cameroun a été multiplié par 2. Et on te dit, oui, avant on était à, on a évolué. Bon, quelqu'un qui a grandi, c'est-à-dire qui a multiplié sa taille par 40, donc il était à 1. Aujourd'hui, il est à 40. Toi, tu étais à 1. Aujourd'hui, tu es à 2. Il dit que tu as avancé. Toi aussi, tu as avancé. Ça c'est la folie. C'est la folie pure. Quand j'ai évoqué la Deng Xiaoping tout à l'heure, les ordinateurs que Paul Biya vous a fabriqués là, les PBHIV, vous savez où on les fabrique? Dans une petite entreprise dans la ville de Shenzhen. La ville de Shenzhen est une ville créée en 1980. Paul Biya devient président 2 ans plus tard. C'est-à-dire dans la ville de Shenzhen est créée presque au même moment que Paul Biya devient président. Aujourd'hui, c'est une ville mondiale. C'est l'une des villes les plus développées au monde, avec des gratte-ciels similaires à New York, une ville qui n'existait pas en 1980. C'est une ville créée par la vision de Deng Xiaoping. Même les Chinois ne croyaient pas en Deng Xiaoping c'est-à-dire, il a dit bon, je vais mettre des zones économiques spéciales dans les régions côtières du pays pour attirer les investissements étrangers et mettre une législation différente du reste de la Chine. Ça va fonctionner. Les Chinois ont dit, ok, on comprend pour les autres régions, les Macao, les coins comme ça, les Chongqing, les Guangzhou, je ne sais quoi, mais Shenzhen, c'est un pauvre village de pêcheurs. Comment Shenzhen? Il leur a dit, laissez, vous allez voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, Shenzhen fabrique les ordinateurs pour le Cameroun, alors que le PIB du Cameroun était supérieur en 1982 à celui de la Chine. Vous voulez qu'on reprenne le même individu, qu'on le reconduise pour 7 ans supplémentaires. Ça, c'est détester son pays. Vous êtes je dis, les biaistes sont des malades mentaux. Une ville qui n'existait pas a un PIB supérieur à tout le Cameroun. Fabrique les ordinateurs pour le Cameroun. Et c'est même pas des ordinateurs, les petites calculatrices, là, qui fonctionnent avec l'eau glacée. C'est des petits stagiaires dans les entreprises qui fabriquent ça. C'est pas des ordinateurs là-bas. C'est ce qu'on donne aux enfants en Chine pour, pour valider leur examen technique. On dit que bon, on va vous examiner sur la fabrication de tel ou tel engin. On dit, bon voilà, vous avez fabriqué quelques petites calculettes et voilà. C'est ça qu'on envoie au Cameroun. Et Femme Dongo les prend, se pavane avec et dit que c'est l'innovation. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'était Shenzhen quand Paul Biya prend le pouvoir. C'est un village de pêcheurs. Shenzhen avait 30 000 habitants. 30 000 habitants. 30 000 habitants, c'est la population du secteur nord de Bonabéry. C'est-à-dire si Bonabéry a 10 secteurs,
Rien que la population de Shenzhen, c'était l'un des secteurs. 30 000 habitants, pas 30 millions, de 30 000 habitants. Aujourd'hui, ça fait partie des villes mondiales. Aujourd'hui, tu as une bourse à Shenzhen. Aujourd'hui, tu as des... Mais, en fait, bref, libre à vous, hein. Vous pouvez détester le pays. Les billets sont incroyables. Ils ont le courage de nous dire que cet individu-là doit encore diriger le Cameroun pour 7 ans. Si vous ne connaissez pas l'histoire, si vous êtes des incultes, c'est votre problème. Mais le Cameroun mérite bien mieux que ça. Parce que non, la Chine, c'était la honte du monde dans les années 70. La Chine avait certes fabriqué l'arme nucléaire avec l'aide des soviétiques, mais avait du mal à se nourrir. La Chine a perdu 30 millions de personnes, je le dis souvent, qui n'arrivaient pas à manger jusqu'en 61. Quand Ahidjo était président à la tête du Cameroun, Ahidjo qui emmenait le Cameroun vers une voie de prospérité économique, malgré sa barbarie politique, économiquement, c'était très bien. C'est-à-dire, on avait pitié des Chinois. De temps en temps, on leur envoyait quelque chose. Mais attendez, on peut pas quand même rester les bras croisés face à des gens qui meurent de faim. C'est pas possible. Le Cameroun est venu au secours de la Chine. Ahidjo effectue 2 voyages là-bas dans les années 70. Il a rencontré le grand timonier Mao Tse-tung. Aujourd'hui, les Chinois, les Chinois parlent les yeux dans les yeux aux États-Unis d'Amérique. Les Chinois envoient des engins sur la Lune. On était au même pied d'égalité, presque, si on enlève le volet nucléaire. On avait les mêmes chances, on pouvait devenir le Singapour d'Afrique centrale. Quand Paul Biya prend le pouvoir, il aurait pu copier Deng Xiaoping point par point. On a des zones côtières au Cameroun, il y a Douala, il y a Limbe, il y a même des forêts où tu peux créer une ville ex nihilo, à partir de rien. Bakassi aurait pu devenir notre Shenzhen. Vous pensez que la ville de Singapour est construite où c'est un marécage? Mais Singapour, allez à Singapour et vous verrez. Ils ont le plus bel aéroport du monde. Je dis le plus bel aéroport du monde. Rien que quand tu débarques, tu comprends. Aéroport avec des plateformes de massage, aéroport avec des cabines pour dormir, des trucs, des cinémas, des machins, des chutes d'eau. L'aéroport Paris-Charles de Gaulle, à côté de Singapour, c'est le village. C'est-à-dire, c'est terrible. Voilà les visions auxquelles nous aspirons pour notre pays. Donc, épargnez-nous Paul Biya, nous allons tout faire pour le chasser. Le 26 octobre, quand le Conseil constitutionnel proclamera les résultats, même à contre-cœur, Atangma Clément dira « c'est Maurice Kamto le vainqueur », parce qu'on aura tout vérifié. Sauf s'il veut la bagarre. On aura tout vérifié, on aura tout contrôlé, on se sera assuré que Paul Biya ne peut pas. Paul Biya ne peut pas gagner une élection comme ça. Vous pouvez pas détester votre pays au point de nous dire que vous allez voter pour quelqu'un qui a mis le Cameroun dans cet état après tout ce que je viens de vous expliquer. Ce n'est pas possible. Donc voilà. En tout cas, ça va être chaud en octobre. En fait, tout à l'heure, en parlant de l'article 137 du Code électoral, je suis peut-être passé à côté de quelque chose quand j'ai dit on proclame les élections 15 jours après la clôture du scrutin. Rien que le principe, même 15 jours, c'est pas bien. Pourquoi 15 jours? C'est beaucoup, 15 jours. C'est un énorme... Pourquoi autant de temps? Enlevons même que oui, on va surveiller les scrutateurs, tout ça. Le Cameroun, c'est quoi? 25 millions d'habitants, peut-être 8 millions d'électeurs. On n'a pas besoin de 15 jours, en fait, pour proclamer les résultats. Ils ont fait ça pour bien asseoir la mécanique de fraude, pour bien peaufiner leur tableau Excel, pour bien, ajuster la tricherie et tout ce qui y a trait. On n'en a pas besoin. Regardez notre pays ici, le Sénégal. Les gens ont l'habitude de me dire que oui, tu prends tous les exemples sur la Chine. Regardez dans le Sénégal, lors des élections du 24 mars au Sénégal. Oui, les élections, les résultats ont été promulgués quelques jours plus tard, oui, mais quelques heures plus tard, par contre, il y avait déjà les tendances. Il y a ce qu'on appelle les tendances. Les médias, les analystes, les premiers dépouillements te permettent déjà d'évaluer dans les heures qui suivent qui est le vainqueur. Et c'est d'ailleurs même dans le cas du Cameroun ce qui s'était passé en 92 quand on avait de véritables médias. On a eu des médias comme le Messager de Pyongyang, la Nouvelle Expression, c'est-à-dire des gens qui quand tu lis les médias de l'époque, les médias sérieux, pas le tam-tam de Paul Biya ou Monsieur Chongui demandait à la CRTV de dire que les étrangers dont les Bamileke ne doivent pas prendre le pays, où on prenait le poste national payé par l'argent du contribuable pour faire du tribalisme en plein jour. Paul Biya, qu'on vous explique, qu'on vous décrit comme étant panafricain, quelqu'un qui n'aime pas ses propres concitoyens, il va aimer ses homologues africains. C'est terrible. En 92, en tout cas, les bons médias, parlaient déjà des tendances. Comment c'est que Nigel Frondi a gagné les élections?
Frondi a gagné les élections parce que tous les médias sérieux en parlaient, même les médias étrangers. C'est-à-dire, vous trouvez des médias qui, comment dire, vous trouvez des brochures en ligne où vous retrouvez les coupures de médias. On dit tous les sondages donnent ni John Frondi vainqueur. D'autres journaux qui vous disent Frondi se rapproche des taudis. On avait les tendances, on avait les trucs parce qu'on savait. Paul Biya a perdu les élections de 92. C'est un fait. Il les a perdues. C'est-à-dire, il les a perdus. Il ne pouvait pas, les Camerounais ne sont pas sadomasochistes. Il opprimait les Camerounais, il torturait, il menaçait. Il a même empêché la création des partis politiques. Le SDF, les Yondo Black, il a tout fait pour que ça n'existe pas. Donc les Camerounais n'allaient pas voter pour quelqu'un qui les a empêchés de respirer. Ils ont voté contre lui. Donc, les journaux, les sondages, les analystes savaient qu'il a perdu. C'est Dipanda Mouele Alexis, le président de la Cour suprême, activé par François Mitterrand depuis Paris, en concubinage avec Paul Biya, qui ont fabriqué des résultats dans l'arrière-cour pour venir plaquer à la face du monde que c'est Paul Biya qui a gagné 39% des voix. Or, Paul Biya était derrière Bello Bouba Maïgari, même pas en deuxième position, si on s'en tient aux résultats réels. Ça lui donnerait 24%. Il n'a même pas atteint les 30% comme les deux gagnants, Ni John Frondi avec 38% et Bello Bouba Maïgari dans les 31%. Voilà quelqu'un qui n'a même pas la médaille d'argent et qui vient dire que c'est lui le gagnant. Ni John Frondi, pendant des jours, il a attendu pour voir si Paul Biya allait tenter une entourloupe. Quand il a vu que ça faisait presque 10 jours depuis le 11 octobre, on était déjà le 21 octobre, Paul Biya n'a toujours pas fait signe. Ni John Frondi a pris son courage à deux mains et a commencé à dire c'est moi qui ai gagné parce que il ne restait plus qu'à entériner la victoire. Et Paul Biya, Ni John Frondi a demandé à l'armée de se tenir dans son rôle, de ne pas s'y mixer dans la politique, de ne pas œuvrer pour Paul Biya. Malheureusement, Paul Barthélemy avait déjà tribalisé les hautes sphères de l'armée nationale, qui, encouragé par la métropole parisienne, et alors que les Américains et les Allemands étaient contre tous les massacres qui se passaient en 82, ils ont quand même laissé leur ami français garder son précaré. C'est pour ça que Paul Biya s'est maintenu au pouvoir dans les élections de 92, qu'il a évidemment perdu. C'est-à-dire qu'il a évidemment perdu, ça ne souffre de rien. Donc, et on avait déjà les sondages avant, c'est-à-dire quelques heures après, et on était en 92. Imaginez maintenant, on savait déjà que tous les signaux donnaient Ni John Frondi vainqueur. Quand vous prenez dans le Sénégal auquel je fais allusion, vous voyez dans la loi électorale du Sénégal par exemple, non seulement les premières estimations sont su le jour même, donc quelques heures après la fermeture. C'est-à-dire, même si c'est pareil un peu aux États-Unis, c'est dans les jours qui viennent que on a l'officialisation de tout. Mais ça, c'est vraiment l'officialisation, le volet administratif. Mais sinon, factuellement, on sait qui a gagné. Sauf quand c'est ultra, hyper, méga serré, mais sur le principe, on sait qui a gagné quelques heures après, et c'était le cas au Sénégal. C'est prévu même par la loi électorale. Après les élections du 24 mars, qui ont opposé le candidat du PASTEF, Bassirou Diomaye Faye, au candidat de l'APR, Amadou Ba, le dauphin de Macky Sall, les gens savaient déjà au lendemain quelques heures après l'élection, que non seulement le PASTEF a gagné, mais en plus, il y aura même pas de deuxième tour parce que le PASTEF a gagné avec la majorité absolue, minimum 50%. Donc, il y aura pas de deuxième tour, c'est bouclé. Donc, voilà. Je rappelle à ceux qui viennent d'arriver, on est déjà près de 800 personnes, que Maurice Kamto sera candidat. Donc, ça ne souffre de rien. Enfin, comme j'ai dit, on vous l'a déjà dit depuis des mois, depuis l'année dernière, que Maurice Kamto, la candidature, ne souffre de rien. Et je dis que il est candidat pour ceux qui sont trop curieux de la coalition APR, ceux qui sont allés fouiller, on leur a même confirmé que c'est le Manidem qui va porter la candidature de Maurice Kamto. Mais moi, je suis le conseiller du président. Maurice Kamto est le leader du MRC et Maurice Kamto a prévu de vous faire savoir la nature de sa candidature le jour J. Dans le 18, dans 2 jours. Comme les Camerounais aiment le Congo ça, vous avez commencé à divulguer des informations parce que vous avez les oreilles fines. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais voilà, je ne peux pas vous dire
Je ne peux pas vous dire qui va investir Maurice Kamto aujourd'hui, je ne vais pas vous le dire. Nous allons faire comme ce qui est prévu depuis le départ, maintenir la fameuse ambiguïté stratégique qui fait que même au niveau du camp d'en face, ceux qui soutiennent Biya, tout le tralala, ils ont des doutes, ils se posent des questions, c'est comme, attendez, est-ce que c'est vrai que bon, le Manidé, mais est-ce que peut-être que, donc vous verrez dans 48 heures, c'est ce que je vous dis ici. C'est mieux comme ça. Donc voilà, j'étais en train de dire qu'il faut se dire, il faut les estimations, il faut les sondages au Sénégal, par exemple, dans la loi du Sénégal, quand le scrutin est fini, le code électoral du Sénégal prévoit que après l'élection, le vote et tout, les procès-verbaux de chaque bureau sont transmis dans les démembrements départementaux. Et c'est les démembrements départementaux qui, eux, vont transmettre aux démembrements régionaux. Mais ça ne se fait pas de manière aléatoire. Quand le scrutin est donc fini et que les différents bureaux de vote récupèrent les PV et les envoient dans les départements, qui vont maintenant envoyer aux régions, les régions doivent déposer au plus tard le mardi suivant la publication des résultats. Ils doivent publier les résultats justement au plus tard le mardi suivant, sachant que les élections se déroulent le dimanche. Le 24 mars, par exemple, 2024, c'était un dimanche. Donc, quand le code électoral prévoit que la publication des résultats par les démembrements régionaux se fait au plus tard le mardi à midi, ça veut dire qu'au Sénégal, tu as 1 jour et demi et tu sais déjà les résultats par région. Par démembrement, il n'y a pas à attendre 2 semaines. Ça, c'est le FAMLA made in Paul Biya. C'est comme ça qu'il fonctionne. Les tricheurs sont toujours comme ça. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Dans les pays qui sont équivalents au Cameroun, ils ne savent pas copier les bons exemples. Vous dites qu'on copie toujours les États-Unis. Bon, voilà donc le Sénégal. Le Sénégal, 1 jour et demi, donc le 12 octobre sera dimanche. Normalement, le 14 octobre à midi, au plus tard signifie on peut publier le lendemain ou quelques jours après s'ils ont été rapides et ont vite transmis aux régions. On y a l'ère d'internet, tu n'as plus besoin de transporter les trucs par camion. Tu digitalises, tu scannes les dossiers, tu envoies aux démembrements régionaux, c'est bon. Quelques minutes après, on a les résultats. D'où sort-il qu'en 2025, au 21e siècle, pour connaître les estimations même, tu dois attendre 2 semaines. Un pays de fous. Et vous voulez qu'on maintienne cet individu-là encore pour 7 ans supplémentaires. Vous détestez le Cameroun, ce n'est pas notre cas. Nous, on ne déteste pas notre pays à ce point. On va prendre les bons exemples et une fois que monsieur Kamto sera au pouvoir, c'est exactement comme ça qu'on va procéder. Parce que les 2 semaines là, c'est pour brouiller les pistes. C'est pour fabriquer des tableaux Excel pour bien vérifier que quand on va critiquer, au moins non, on a vérifié, on a peaufiné là-bas, on a changé X, Y, Z et comme ça donne une apparence de crédibilité des élections. Alors que tout est faux. Donc, le Sénégal nous parle. Je parle du Sénégal parce que les élections sont déroulées il y a peu. Et c'est un grand pays, toute proportion gardée. Voilà, en Afrique, avec le Cameroun, c'est des pays comparables. Donc, et au Sénégal, les démembrements régionaux ont jusqu'au mardi suivant. Il faut garder ça. C'est important. Et qu'il faut garder ça, mais vraiment. C'est-à-dire, c'est des trucs qui vont peut-être vous servir même dans vos débats télévisés. Le Sénégal prévoit dans sa loi électorale que les procès-verbaux aillent dans les démembrements départementaux qui ensuite transmettent aux démembrements régionaux. Maintenant, les démembrements régionaux doivent publier au plus tard 36 heures après le scrutin, 1 jour et demi, dont le mardi suivant à midi. Il n'y a pas que j'étais fatigué, les choses que Eric Essou s'est fait, on lui dit publier la liste électorale nationale. Lui, il décide que non, la loi n'a qu'à aller se faire foutre. Lui, Eric Essoussé, il est la loi et comme il ne veut pas publier, il ne publiera pas. Donc non. Non et non. En 2024, au Sénégal, c'était comme ça, c'était rapide, pas de blabla, pas de temps pour la triche. Maintenant, le Sénégal prévoit donc que si tu n'es pas convaincu par les démembrements régionaux, parce que c'est publié démembrement par démembrement, en tout cas, au plus tard, les résultats provisoires sont publiés le vendredi. Et on dit résultats provisoires en prévision d'un contentieux éventuel. Sinon, le vendredi, tu as déjà donc vendé, ça fait 5 jours. C'est pas 15 jours. Donc, pour le Sénégal, maximum 5 jours, tu sais déjà. Déjà 1 jour et demi, tu sais déjà. Déjà, en fait, quelques heures après, tu sais déjà.
Mais si tu veux trop l'officialisation et tout le tralala, 5 jours plus tard, donc au plus tard le vendredi, tu sais déjà. Les résultats provisoires sont déjà là. Ils ne sont jamais éloignés des résultats définitifs. Donc on sait déjà, le Cameroun ajoute 10 jours de plus, on ne sait pour quelle raison, 10 jours de plus pour mieux frauder, pour mieux tricher, pour mieux, voilà, fabriquer dans les cabinets noirs des choses qui n'ont ni queue ni tête et qu'on va présenter à la face du monde en disant que oui, Paul Biya a gagné les élections, nanani nanana, alors que dans un contexte équitable où le jeu est équilibré, jamais Paul Biya ne remporte une élection, jamais déchet, jamais. Voilà. Continuez de diffuser la conférence, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. J'ai envie qu'on rattrape le ratio qu'on avait avant que le live ne soit signalé. On était 960, là on est 760. Il nous reste 200 personnes qui doivent revenir parce que ça devient de plus en plus intéressant. Je pense que vous le constatez, donc voilà. Donc, même s'il faut peaufiner dans le cas du Sénégal pour rester dessus, parce qu'on va épuiser tous les exemples qui nous parlent, même s'il faut nettoyer, peaufiner tout le tralala au niveau du Conseil constitutionnel, au moins on sait déjà qui a gagné. Débarrassez-moi de Manpest là qui empeste justement, qui est comme toi jamais président. Vous n'avez même pas le courage d'assumer vos visages. C'est-à-dire, si vous êtes courageux, je vous invite parce que même si on est en diaspora, on va se retrouver à la télévision. Si vous êtes courageux, venez débattre avec nous sur les programmes. On va vous piler comme le pomme, merde. Et que ça va être un massacre. En fait, j'ai déjà pitié de vous, les biéistes, quand je pense à ce qu'on va vous faire. Je vous signale que vos amis, les Emmanuel Pincy et consorts, fuyaient les plateaux télé en 2018 et ne voulaient pas débattre parce qu'ils voulaient que leurs femmes continuent de leur donner les way à la maison. Parce qu'on t'a ridiculisé sur un plateau télé, même ta femme ne veut pas. Ça tue la libido, elle ne veut pas. Elle va garder la porte fermée, il y a double tour. Parce que non, ce que tu viens de te payer là à la télé, donc vraiment, venez bien vous agiter dans sur TikTok ici en faux profil, mais ça va se passer à visage découvert dans les médias. Donc préparez-vous déjà, mais on va vous ratatier, ce qu'on va vous faire, mais ça va être moche à voir. Vous allez fuir. Parce que là on est 1000 fois meilleur qu'avant. On est plus fort qu'avant et vous êtes plus faible qu'avant. Imaginez ce qu'on vous faisait quand vous étiez plus fort et quand on était même moins fort. Aujourd'hui on est plus fort et vous êtes plus faible. C'est-à-dire, mais ça va être un génocide en fait, un génocide argumentatif. Je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. Je ne sais pas parce que vous savez, les biéistes s'en sortent sur TikTok avec des visages masqués et tout. Ils peuvent revenir, même après s'être fait humilier. Mais il y a visage découvert, my friends, it's not the same. C'est pas pareil. Une fois que tu t'es pris la première rouste, tu n'auras pas envie de revenir. Donc j'ai pitié de comment vous allez faire. On va s'ennuyer parce qu'on va se dire mais Wilfried devait débattre, Footing devait débattre, et tel devait débattre, mais il n'est pas venu. Pourquoi? Parce que il tient au soupçon de dignité qui lui reste. Donc courage à vous, hein, agitez-vous comme vous agitez là, mais la vie ne va pas être facile. Donc voilà. Sinon, bref. Partagez la conférence. Ne dormez pas, hein. Ne soyez pas inerte. Partagez quand je dis partager, j'insiste, mais vraiment. Ne dormez pas dans le sens où ne suivez pas le live sans agir. Partagez la conférence. Faites profiter aux autres des bonnes choses qu'on partage ici. Ne mangez pas seul. Soyez gentils. Diffusez, je veux voir des partages. Partagez le live, ça ne coûte rien. Diffusez, partagez le live, rendez-le plus accessible. Ah, il n'est que 19h33. Ceux qui sont au Canada, en tout cas, ils ont de la chance. Comme j'ai prévu que la conférence dure toute la nuit, ils en ont pour toute la soirée et ils sont bien. Donc, ça ne va pas finir maintenant. Rassurez-vous, on a énormément de choses à se dire. Déjà qu'on s'est dit déjà énormément de choses. Ce n'est pas fini. Donc, bref. Voilà. Donc, je disais quoi sur le Sénégal? Que, en fait, quand bien même l'argument serait que oui, bon, il faut quand même voir ce qui éventuellement n'a pas fonctionné. Il faut que le Conseil constitutionnel vérifie si ça. On sait quand même déjà grosso merdo qui est devant en termes en termes de voix, qui a 98% de chances de gagner, et voilà. Parce que les tendances, en fait, qu'est-ce qu'on appelle les tendances? Les tendances se basent sur le regroupement, en fait, de toutes les infos qui viennent des bureaux de vote. Pour ceux qui veulent, voilà.
C'est-à-dire, on attend au Sénégal que les PV soient transmis aux régions. Une fois que, pour ceux qui veulent en tout cas être plus fixés, ils peuvent attendre dans les 1 jour et demi quand les PV sont transmis aux régions, quand c'est publié. Ils peuvent eux-mêmes faire chez eux une sorte de d'évaluation. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous explique? Je ne sais pas ce que la bande Abia a fait avec les votes des gens pour que ça prenne 2 semaines. C'est incompréhensible, en fait. Et le pire, c'est que ils ne vous laissent même pas exprimer les tendances. C'est-à-dire, au-delà même que oui, ça prend 2 semaines pour publier les résultats définitifs. Au Cameroun, on ne vous laisse même pas publier les tendances. On vous interdit presque de parler. On dit, attendez que le Conseil constitutionnel s'exprime. Attendez, la campagne est finie. Ne parlez pas. Vous n'êtes pas le Conseil constitutionnel. Des malabars, mais pas possible. Depuis quand il faut être le Conseil constitutionnel pour parler ou évaluer les résultats? Même si la décision ultime revient au Conseil constitutionnel, les médias, les citoyens, les analystes, les observateurs, les instituts peuvent justement établir les évaluations. C'est que le Cameroun n'est pas entré au 21e siècle. Vous êtes fâché quand Sarkozy a dit que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que le Cameroun des Biya n'est pas rentré au 21e siècle. Ils sont surpris des choses qu'on voit pourtant tous les jours. Des choses qui se passent absolument tous les jours. C'est-à-dire, partout dans le monde, on voit bien comment les instituts d'analyse, de collecte, les plateformes et voilà, tous les différents corps sociaux qui s'occupent de ces choses et les statisticiens font la compilation et évaluent les premières tendances. Eux, c'est pas, ils ne savent pas ça. Ils vivent dans un vase clos. Ils sont dans une île déserte. C'est le Conseil constitutionnel qui doit parler. Et s'il parle dans 1000 ans, on doit attendre 1000 ans. Cette fois-ci, c'est mort. On aura les estimations quelques heures après. On va se blesser lors de cette campagne. Ne vous en faites même pas. Ça ne souffre de rien. Absolument de rien. Donc, c'est très amusant. Vous savez pas qu'on peut compiler les PV, les données des PV qu'on a en sa possession. On fait le ratio avec le nombre total de votants. Et à partir de là, on détermine que bon, même si tu n'aimes pas la totalité des PV, ce que tu as en ta possession, en fait, te permettent de dire que oui, c'est toi qui as gagné. En tout cas, ton adversaire ne peut pas avoir gagné, vu les PV que toi tu as en ta possession et qui te donne vainqueur, comment dire, ça suffit. C'est ce qui s'est passé, par exemple, en 2018, quand Kamto vous dit j'ai gagné les élections. Imaginez, il y a 20 électeurs au Cameroun. Je vous explique, mais vraiment de manière simple. Il y a 20 électeurs. Il y a 10 qui vont voter. À un moment donné, toi tu as le résultat dans 8 bureaux de vote. Tu réalises donc que selon tes données, en fait, tes deux concurrents ont 2 et 1 voix respectivement. Or, 8 personnes tu as déjà 8 PV. Sur les 8 PV, tu es gagnant donc dans 5. Ton premier concurrent a 2 voix, l'autre a 1 voix. Mais évidemment, à partir de là, tu sais que même si les autres bureaux de vote, tu t'en fous. Même si il vient, celui qui a 2 vient à gagner dans les bureaux de vote, même s'il vient à gagner là-bas et tout, en fonction du nombre de votants, il n'a pas assez de voix pour te dépasser. Maximum, il aura 2 voix. Toi, avec 5 voix, tu as gagné. C'est pour ça qu'on peut savoir si on a gagné, même si on n'a pas tous les PV. C'est ça la réalité, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je ne sais pas, il y a des gens qu'il faut tout expliquer. Ne t'en fais pas, chef Bloom dort toujours. Elle est là pour sécuriser la plateforme à travers sa présence, donc on ne l'oblige pas à être, on l'oblige pas à être là. Elle doit, on la titille pour qu'elle réagisse, mais elle est toujours comme ça, elle va finir par dormir. Donc, elle est comme ça. Donc, en tout cas, voilà, vous avez compris maintenant ce que je vous explique sur Maurice Kamto par rapport en 2018. Il y a des gens qui vous disent, non, Kamto, il n'a pas gagné, il n'a pas, non. On vous dit la réalité. Tu n'as pas besoin de tous les PV pour savoir si tu as gagné ou non. Il y a que des incultes et des ignorants qui peuvent dire ce genre de bêtises. C'est-à-dire, quand tu as le ratio, tu sais, en moyenne, combien de personnes ont voté pour toi. Tu sais le nombre total de personnes qui ont voté, par exemple. Je caricature, hein, je ne veux même pas revenir sur les déclarations de Kamto en 2018 et son contentieux post-électoral. Je vous dis sur le principe. Tu sais qu'il y a 10 votants, un votant par bureau de vote, et toi tu as récolté déjà 5 bureaux de vote qui te donnent vainqueur sur les 8 personnes qui ont voté dans 8 bureaux de vote. Tu peux aller te coucher, tu peux aller commencer à célébrer, ouvrir le champagne, parce que tu as gagné. Même s'il reste 2 bureaux de vote à dépouiller, c'est mort, tu as gagné. Parce que les adversaires ne pourront pas atteindre ton quota de 5 que toi tu as déjà obtenu. C'est ça là, tout simplement. Donc voilà.
Et c'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc on y va donc aux élections qui arrivent là et Kamto sera candidat. Quelqu'un vient de redemander en commentaire si Kamto sera candidat. Oui, 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 il sera candidat. Est-ce que sa candidature sera validée? Ne validez pas, on voit. Voilà le défi que le MRC vous lance. Ne validez pas, on voit. Voilà le défi que notre coalition APC, que Wilfried Ekanga, que Maurice Kamto vous lance. Ne validez pas, on voit. C'est un défi public que je lance ici. Ne validez pas, on voit. Comme vous dites, tente un peu de venir ici. Je dis, tentez de ne pas valider, on voit. Vous ne pouvez pas ne pas valider. La validation aura lieu à 100%. Ce n'est pas une supposition ou une estimation, c'est une affirmation, je le déclare, enregistré ce que je suis en train de dire. La candidature sera validée à 100%. Donc, ça ne souffre de rien. Voilà, pour le mandat impératif, tout le tralala. Vous nous prenez même trop d'énergie, c'est-à-dire les gens qui conçuent de nous, c'est-à-dire vous faites parler les gens, on vous a déjà expliqué, réexpliqué, réexpliqué, mandat impératif et tout. Quelqu'un a demandé encore, là, est-ce que Kamto sera candidat, est-ce que on va pas vous refaire la même chose tout le temps. Celui qui veut savoir si Kamto sera candidat, enfin, ou les détails sur le mandat impératif et tout, qu'il me confirme ici qu'il a commandé un exemplaire du livre Tu dois t'impliquer. Mon livre là qui justement même va d'ailleurs vous être très utile pour la campagne. Tu dois t'impliquer, c'est pas cher, c'est 20 €. Vous le commandez sur Amazon, vous me confirmez. Ou si vous voulez, pour ceux qui veulent la signature, vous m'écrivez sur Facebook, enfin sur la messagerie TikTok. Et là tu reviens en commentaire, tu dis Wilfried, je viens de commander un exemplaire de ton livre. Maintenant explique-moi ce qu'est le mandat impératif. Voilà. Là je pourrais expliquer parce que vous me faites parler 50 000 fois de la même chose. Alors qu'on l'a déjà expliqué, ou qu'il envoie une girafe pour que je me refasse la salive pour le mandat impératif, parce que ça a été tellement, c'est-à-dire tellement détaillé, tellement, voilà, c'est-à-dire la candidature de Maurice Kamto en tout cas ne souffre de rien. Elle sera acceptée parce que la pression interne, c'est-à-dire la pression des Camerounais, la pression interne des Camerounais sur le gouvernement qui fait semblant comme si, or pourtant ça fonctionne. Quand ils ont envoyé les criminels comme Onan Guineto, le cartel, qui ont tué l'intellectualisme au Cameroun, c'était dans ce but-là, parce que notre pression, les contre-vérités que nous avons déconstruites, la pédagogie que nous avons faite, bah, ça ne les a pas mis bien, ça leur a pourri la vie, ça a gaspillé leur plan. Donc voilà, c'est, comment dire, la pression interne, elle a fonctionné. Et cette pression continue de se maintenir et c'est ça qui fait qu'ils ne peuvent pas empêcher la candidature de Maurice Kamto. C'est cette pression interne-là qui a même d'ailleurs fait qu'ils envoient les criminels de l'éducation pour venir nous dire des mensonges et démobiliser parce que il faut, puisqu'on ne peut pas empêcher la candidature de Maurice Kamto, il faut décourager les Camerounais, faut pas qu'ils aillent s'inscrire, faut pas qu'ils se mobilisent, faut pas qu'ils, voilà. Donc on vous a dit, quand vous harcelez, quand vous dites aux gens d'aller s'inscrire à Tangan, j'ai dit, vous harcelez, arrêtez de harceler les gens. Après on vous dit que la coalition est illégale. Atanganji, c'est-à-dire dans quel pays normal Atanganji peut être ministre? Comment quelqu'un peut vous dire qu'une coalition est illégale? Nous qui venons d'Allemagne là, la coalition, l'Allemagne ne fonctionne que sur les coalitions. Tu ne peux pas avoir un gouvernement en Allemagne sans coalition. C'est impossible. Actuellement, c'est la coalition CDU-SPD, par exemple. Parce que quand tu n'as pas atteint ce qu'on appelle là-bas dit absolute Mehrheit, la majorité absolue, tu ne peux pas présider, comment dis-tu, tu ne peux pas gouverner. Il faut qu'au niveau du Bundestag, tu aies la majorité absolue, au niveau du Parlement fédéral. Sinon, tu vas avoir des coalitions pour atteindre donc justement le quorum de 50% et plus. Et donc, les coalitions, ce sont des circuits informels. Il n'y a pas un document qui consacre la coalition ou bien non. Il y a ce qu'on appelle le Koalitionsvertrag, c'est un contrat de coalition qui n'a pas de valeur juridique à proprement parler, mais qui est une entente entre deux parties. Comme les deux parties sont légaux, la légalité de la coalition repose sur la légalité des partis politiques. Donc aujourd'hui, le MRC étant dans la coalition APC, la coalition APC est légale parce que, outre le FCC, le MRC et tous les autres, la légalité de la coalition APC repose sur les légalités respectives des partis qui le composent. Vous prenez un imbécile comme Atanganji, vous lui donnez le ministère de l'Intérieur. Évidemment, ignorant comme il va venir vous dire la coalition est illégale. Qu'est-ce qu'il en sait? C'est un inculte, c'est un ignorant. Il ne sait rien.
C'est-à-dire, il a l'intelligence d'une brosse à chaussures. Forcément, il n'a jamais compris tout ce que je suis en train d'expliquer là. Il ne sait pas comment fonctionne. Il ne sait pas ce que le Koalitionsvertrag, l'Absolute Mehrheit, le Bundestag. Il n'en a aucune idée. C'est un repris de justice enfermé à Newbel dont il n'aurait jamais dû sortir. 3 fois, il s'est retrouvé en prison, je ne sais par quelle sorcellerie. Il a été libéré jusqu'à ce qu'on lui donne un puissant ministre comme le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire un pays de fous, le Cameroun. Et vous avez donc quelqu'un qui vient vous expliquer que la coalition est illégale parce qu'il ne sait pas comment ça fonctionne. Parce qu'il n'en a jamais, il n'a jamais lu un quelconque texte dessus. Il pense qu'on se lève, on crie, on gronde tout le monde. C'est-à-dire, c'est amusant. Donc, c'est-à-dire, oh là là. Donc, voilà. Ils ont donc essayé de vous démobiliser, la coalition, elle est illégale, arrêtez de harceler les gens, un parti qui n'a pas d'élu ne peut pas, parce que justement, comme on mettait la pression, il fallait démobiliser, c'était l'échappatoire, la démobilisation. À travers la démobilisation, on réduisait le contingent de Camerounais qui allaient voter pour Maurice Kamto, c'était le plan. C'était le plan là-bas. Donc voilà, vous ne devez pas aller vous inscrire, vous ne devez pas aller voter, vous devez penser en fait que c'est foutu d'avance. On t'attend à Yaoundé et Kanga. Bloquez-moi les crétins là qui... En plus, ils vont signaler le live, ne les laissez pas. C'est-à-dire, bloquez tous ces users et consorts là. C'est-à-dire, quand je dis que ce sont des imbéciles, il dit, ta vie c'est l'insulte, la honte. Tout ce que je dis là comme enseignement, comme pédagogiste, sa petite tête ne retient rien. Quand on va dire qu'ils sont des malades mentaux, il dit, ta vie c'est l'insulte. Mais toi tu fais comment pour ne retenir que l'insulte dans tout ce que je viens de dire là? J'ai expliqué de manière pédagogique ce qu'est une coalition. J'ai même pris l'exemple de l'Allemagne. J'étais pris l'exemple du CDU, SPD. J'étais pris comment ça fonctionne avec le Koalitionsvertrag. On vous explique on vous donne des cours de sciences politiques gratuitement. Vos oreilles, ça ricoche dans vos oreilles un peu comme quand on jette une brique sur une sardine gelée. Ça ricoche, ça fait con. Et quand on vous dit que vous êtes des ignores, vous dites que non, il y a que des insultes, mais c'est normal. Comment quelqu'un t'explique tout ça là, tu ne retiens rien. Et quand il dit que tu es ignorant, tu retiens l'insulte. Comme c'est les insultes que vous retenez, on va vous servir ce que vous retenez à comportement de cafard, réaction de babouche. Vous n'aviez pas prévu de voter Maurice Kamto, on n'est pas là pour vous courir après, on est là pour affermir les rangs de la Renaissance. C'est-à-dire comme si Paul Biya n'insultait pas les gens, comme si moi-même je ne me faisais pas copieusement insulter. Ici au moins l'insulte est pédagogique. Est-ce que Atanganji n'est donc pas un ignorant quand il dit que la coalition est illégale? Est-ce que je ne viens pas d'expliquer ce qu'est une coalition? Qui a raison entre nous deux? Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Ce qu'Atanganji explique ou ce que Wilfried Ekanga explique? Qui a raison? Si vous voulez que votre enfant ne soit pas un crétin, quelle est la version que vous allez partager avec lui? Celle de Wilfried ou celle d'Atanganji? Je pense que vous aimez quand même vos enfants et que vous allez leur dire que non. La coalition, c'est que même au Sénégal, vous avez la coalition Beno Bok Yakaar, la coalition Tako Walou, la coalition Bok Gis. Au fur et à mesure des années, les gens font des coalitions. Tout le temps. Tout le temps, ils font des coalitions. Genre récemment, là, c'était justement la coalition Beno Bok Yakaar. Vous avez la coalition Tako Walou, vous avez la coalition, voilà, les coalitions, mais vous êtes comme ça au Cameroun, comme si vous étiez dans un vase clos, on est obligé de vous expliquer le monde. Vous prenez un criminel, un prisonnier, c'est même pas un prisonnier politique, hein. La prison politique, ça donne du prestige. C'est-à-dire, ça donne du prestige. Questio, je ne t'empêche pas de faire ton monologue, ouvre ton pen, mais pourquoi oh là là, quand on va dire que vous êtes des idiots, mais tu as ton téléphone, non? Si tu ne peux pas captiver 750 personnes à 2 heures du matin, c'est ton problème, je n'y peux rien. C'est que tu n'as pas l'intelligence, tu n'as pas tu n'as pas la consistance pour. Toi-même, tu devrais te poser des questions. Comment Wilfried arrive à captiver près de 800 personnes pendant des heures alors qu'il parle seul en pleine nuit? Des gens qui doivent aller travailler demain l'écoutent. Or, il ne fait pas dans le Japap. C'est qu'il y a de la consistance ici, les gens apprennent. Toi, tu peux aller faire ton monologue. Tu peux aller faire ta part de monologue, montrer que Wilfried a menti, et voilà, mais c'est bête, c'est rigolo, c'est ici que vous voulez le temps de parole. C'est trop drôle. Oh là là. En tout cas, voilà donc comment fonctionne la coalition. Et comme je disais, ce sont les pressions internes qui ont permis justement d'amener les biaïstes et le cartel au pouvoir, en tout cas dans le chemin dans la dérive de la diversion. Outre la pression interne,
Outre la pression de la diaspora qui les a conduits à faire justement ces diversions-là et ces menaces vides de sens, il sera pas un candidat, il sera machin, il y a aussi eu la pression internationale, entre autres choses. Vous avez vu récemment le communiqué de l'ambassade des États-Unis. Grosso modo, les Américains ont demandé à Paul Biya de respecter les règles électorales, de ne pas recourir à la répression. Ils ont même insisté que oui, les institutions doivent être crédibles, blablabla. Il faut la liberté de réunion pendant la campagne, la liberté d'association, tout doit être garanti. Il faut éviter le harcèlement, le musellement, la restriction, il faut bannir tout ça. Et l'ambassade américaine a même précisé, et ça c'est amusant, qu'ils vont se tenir aux côtés du peuple camerounais. C'est amusant quand même, hein, cette histoire. On va quand même analyser la partie là, parce que c'est important. Ça peut prêter à sourire venant des Américains. On se dit, tiens, vous du peuple camerounais, vous avez laissé Paul Biya sévir pendant des années, vous avez même pris parti pour lui. Or, on s'était dit que bon, s'il y a des observateurs internationaux, ils doivent jouer le rôle d'arbitre et mettre la pression pour que les lois soient respectées. On ne veut pas que les Américains soutiennent les Camerounais, non. C'est nous-mêmes qui allons renverser Paul Biya. Mais si les instances internationales peuvent faire pression pour Paul Biya, sur Paul Biya pour que les lois soient respectées, dont le jeu est équilibré, ça nous va. Comme ça, s'il gagne, il n'y a pas de problème, le jeu était équilibré, il a gagné. Mais si on gagne, bah ok, on a profité du jeu équilibré, c'est tout ce qu'on demande. Donc les États-Unis, qu'est-ce qui se passe maintenant que les États-Unis, qu'est-ce qui pousse maintenant les États-Unis à venir quasiment expliquer que oui, Paul Biya se tient aux côtés du peuple et ce genre de choses. Bon. Déjà, il faut savoir que les États-Unis ont une grande présence dans l'échiquier politique au Cameroun. C'est à l'ambassadrice américaine Janet Garvey, elle était ambassadrice entre 2007 et 2010, que ce cher Amadou Ali, vice-premier ministre, Amadou Ali de regretter mémoire, vice-premier ministre de Paul Biya, expliquait carrément que un Bamileke ne sera jamais président. Donc les Américains sont au courant que le but de Paul Biya, c'est-à-dire parce qu'il est imbibé de tribalisme. Ça, c'est une variable à ne pas négliger, je dis bien. Et ça, ce sont des faits. Les câbles qui ont fuité, les câbles de Wikileaks en 2013 de Julian Assange ont révélé les conversations avec, justement, l'ambassadeur Janet Garvey. Monsieur Amadou Ali du RDPC et pas n'importe qui, c'est-à-dire tout un RDPciste, tout un ministre, vice-premier ministre, donc pas n'importe qui, va carrément dire à Janet Garvey que non, les nordistes, on n'est pas assez faux, c'est-à-dire on est prêt à soutenir Paul Biya pour, autant de candidatures qu'il le désire. Mais une candidature, voilà. Une autre candidature, une candidature émanant des hommes de l'Ouest. Les Camerounais du Nord sont trop vigilants, sont trop prudents pour se laisser entraîner dans une présidentielle guidée par un homme de l'Ouest en filigrane. Voilà ce que Amadou Ali lui fait comprendre. En gros, les Bamileke, c'est un no-go, faut oublier. Donc, les Américains de la bouche même des biaïstes savent que il faut, c'est-à-dire mieux, ils sont capables de, je ne sais pas, tout sauf un Bamileke. Il y a non seulement la volonté de conserver le pouvoir, mais l'idée même consiste à ne pas, c'est-à-dire ne même pas envisager qu'un Bamileke puisse accéder à la magistrature suprême. C'est-à-dire, c'est le récital dicté par la France depuis les années 60. Justice, s'il te plaît, ce que je suis en train de faire, c'est l'histoire politique de notre pays. Elle est imbibée de tribalisme. Si tu veux résoudre le problème du tribalisme dans ton pays, il faut crever l'abcès. Paul Biya est un tribaliste jusqu'à la moelle des os. Un jour, je vais faire toute une conférence sur le tribalisme, tu comprendras les fondamentaux de ce que je dis. Depuis Jean Lamberton et ses déclarations de mars 1960 qui ont consacré le tribalisme principalement orienté vers les hommes de l'Ouest, qui menaient le combat auprès des peuples bassins contre enfin au problème de tous les Camerounais, mais à qui on avait collé une identité majoritairement Bassa Bamileke. Monsieur Lamberton a identifié les Bamileke comme étant le mal principal. Il l'a dit dans une longue lettre. Et le but, quand on a mis les dirigeants qu'on a mis au pouvoir, leur rôle était de tenir à distance l'éventualité d'un pouvoir Bamileke. C'est un fait.
C'est un fait politique, c'est la réalité politique de ton pays. Désolé de t'apprendre les choses de manière crûment comme ça, mais c'est le cas. Et je n'ai pas besoin d'être bamileke pour le dire, c'est ma lucidité qui me le permet. Et donc, Amadou Ali, Paul Biya, ils ont rassuré la France depuis toutes ces années que non, nous allons veiller à ce que les bamileke soient tenus à l'aise. C'est d'ailleurs ce que vous voyez, toute la répression anti-bamileke qui se passe aujourd'hui. On dit aux bamileke que pour le business, pour le tralala, il n'y a pas de problème. Faites votre commerce, machin, mais en politique, vraiment, gardez, restez à l'écart. Et donc, Amadou Ali informe les Américains que non, nous, la France, en tout cas, avec la France, nous, on a notre deal et tout, voilà, on va, en tout cas, tout sauf les bamileke, tu vois, c'est un fait historique. Et donc, quand je dis que les Américains, il faut comprendre les parallèles de l'analyse que je suis en train de faire. Les Américains dont viennent dire cette fois-ci, on se tient du côté du peuple camerounais parce que les États-Unis n'ont pas le même regard sur la politique au Cameroun que la France. C'est une autre mentalité. Les États-Unis ne sont pas dans votre délire bamileke, bassa et tout le tralala. Ils ont d'autres priorités et je vais vous les expliquer dans un instant. Mais en tout cas, si les Américains interviennent, c'est justement parce qu'ils savent ce que, comment dit, quelle est la posture comment, du cartel au pouvoir. C'est pour ça que j'ai eu besoin de te rappeler, en fait, de rappeler cet épisode avec Janet Garvey et Amadou Ali en 2009. Dont les Américains forts de tout cela viennent ils font le communiqué en disant que là c'est différent, c'est un enjeu différent. Il y a un leader politique charismatique qui va certainement challenger Paul Biya, lui donner du fil à retordre. Il ne faut pas que la programmation, le logiciel anti-bamileke qui anime Paul Biya depuis 82 pourrisse le paysage électoral au Cameroun. Et donc cette pression-là, malgré tout le mal qu'on peut penser des États-Unis, cette pression-là, elle est utile. Elle a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que, outre le fait que grâce à la pression du peuple camerounais, Paul Biya ne peut pas empêcher la candidature de Kamto, la pression américaine aussi permet justement de réduire à néant l'éventualité même que Paul Biya puisse empêcher la candidature de Maurice Kamto. Les États-Unis, c'est pas la France. Le coup de pression américain, il est un peu plus dur, il est un peu plus, voilà, ça rigole moins. C'est la première puissance politique, économique, militaire mondiale. Donc ce n'est pas tout à fait la même chanson que si ce sont les Français qui parlent. Donc il y a encore que les Français, Paul Biya leur est totalement soumis, mais les Américains mettent leur grain de sable dans l'engrenage en disant que non, je sais que France assure son précaré et tout, mais nous aussi on a certaines visées au Cameroun qui font que on a besoin que les choses soient un peu tranquilles de ce côté-là. Et plus ou moins que le meilleur gagne. Donc voilà, je souligne évidemment, je maintiens que c'est d'abord grâce déjà au légalisme de la candidature, à la légalité de la candidature de Maurice Kamto, qui fait que la candidature ne peut pas être rejetée, celle qui sera déposée dans 2 jours. De 2, c'est aussi grâce aux pressions, l'avertissement du peuple camerounais qui a dit soit Maurice Kamto est candidat, soit l'élection ne peut pas se tenir. Donc ça, croyez ce que vous voulez, ça met une pression de fou au régime de Yaoundé qui se met dit, ah, vous voulez embraser le pays? Non, on ne veut pas embraser le pays. On veut que vous respectiez les lois, point final. C'est facile à comprendre, il n'y a pas à tergiverser là-dedans. Donc, outre dans ces éléments-là, les USA aussi font leur communiqué pour freiner les ardeurs de ces Camerounais-là qui ont notamment ciblé l'ONU. C'est-à-dire, vous vous souvenez de la drôle de convention qu'il y a eu entre l'ONU et les Cam. Et vous savez que dans l'inconscient collectif, l'ONU, c'est en fait les États-Unis. New York City abrite d'ailleurs l'un des sièges principaux des Nations Unies avec Genève en Suisse. Donc, en gros, voilà, d'une manière ou d'une autre, ce sont les Camerounais qui portaient l'essentiel de leur libération, c'est clair. Mais les Américains aussi se disent, on va mettre un peu de pression, juste pour que, voilà, pour la tenue un tant soit peu pacifique des élections. Bon, c'est pas garanti, hein, parce qu'on n'arrête pas un peuple déchaîné lorsque la goutte d'eau de la dictature fait déborder le vase, ça c'est clair. Mais voilà, la visée américaine dans un premier temps, en tout cas, c'est de calmer le jeu pour se refaire une bonne image, déjà, parce que l'ONU a été très mal vue par les Camerounais qui ont vu une main des Américains, une main des grandes puissances qui se cachent derrière l'ONU pour soutenir Paul Biya, une coalition France et États-Unis pour soutenir la continuité de la dictature pour 43 ans supplémentaires.
dont les Américains reviennent pour plusieurs raisons. La première raison, c'est de montrer que non, on n'est pas dans le jeu trouble. On montre au peuple camerounais que oui, on est quand même, on est quand même de leur côté et tout. C'est pour ça qu'ils insistent en disant, on se mettra du côté du peuple camerounais, etc., etc. Ça c'est d'un refaire leur image. De deux, ils ont besoin de paix pour leur business. Vous savez qu'aujourd'hui, les États-Unis ont un président qui, lui, aime les affaires. Donald Trump a maintenu une mentalité, en tout cas dans le cas du Cameroun, plus ou moins comme les dirigeants chinois, pour d'ailleurs contrer la Chine. Il se fout pas mal de qui va gagner les élections au Cameroun. Il n'est pas dans vos histoires de tribus, je veux pas les Bamileke, je ne veux pas si. Mais il veut que les choses se passent vite, rapidement, mettez celui que vous voulez, mais bon, réglez ça vite, sans trop de bagarres. Je vais négocier, je vais prendre le pétrole avec les ressources du Golfe de Guinée, je vais essayer de voir comment ce qui se passe à ce niveau avec celui qui aura le pouvoir à l'époque. Vous savez que justement, il est comme ça, Donald Trump. C'est-à-dire, il a beau avoir copieusement insulté nos pays, mais il n'a rien contre nos ressources. Et je vous signale que les côtes atlantiques, le golfe de Guinée et tout ça, ça l'intéresse énormément. Il a par exemple convoqué Ali Bongo à la Maison Blanche, Ali Bongo, Oligui Nguema à la Maison Blanche. Et je vous signale que le Gabon était pressenti dans la ville de Port-Gentil pour abriter la deuxième base militaire chinoise. Après celle de Djibouti, une base militaire dans le golfe de Guinée, ce que les Américains n'acceptent pas du tout. Donc il a appelé Oligui Nguema pour lui mettre un peu la pression en disant que hey, attends, comment qu'est-ce que essayer de contrer l'influence chinoise. Donc évidemment le golfe de Guinée c'est le Cameroun, c'est la même zone et tout, et il y a énormément de ressources de ce côté-là. Outre la présence militaire chinoise qu'il faut contrer, il faut contrer la présence commerciale chinoise. Le golfe de Guinée, c'est la première région pétrolière d'Afrique. Là-dedans, vous trouvez 24 milliards de barils de pétrole. C'est 4,5% des réserves mondiales de pétrole, de réserves sous-marines de pétrole. Donc c'est pas rien, il y a énormément de bonnes choses là-bas. Et les États-Unis de Trump aiment beaucoup, ils aiment, enfin c'est pas comme si c'est nouveau, mais Trump lui, il aime quand les choses aillent vite. Il aime négocier, il aime parler argent, parler business, parler ressources et tout. Vos histoires de politique, quand c'est long, ça le dérange. Vous avez vu comme il a frappé les sites de Fordo en Iran. Et le lendemain, il a dit à Netanyahou, bon, ça va, c'est fini, c'est fini, la guerre est finie, on passe à autre chose. Récemment, il dit carrément que oui, je donne 50 jours à Poutine pour régler le conflit ukrainien. C'est un homme pressé, c'est un homme politique, c'est un businessman. Pour le cas du Cameroun, c'est le même logiciel qu'il utilise. Débrouillez-vous à faire vite cette histoire d'élection, parce que moi je passe à autre chose. Il se fout pas mal de qui va gagner, mais il veut que les choses soient plus ou moins calmes pour que il gère son histoire de pétrole, toutes les richesses qu'il peut puiser dans le golfe de Guinée. Donc c'est un peu la raison pour laquelle les États-Unis se mettent à parler maintenant et vous expliquent que oui, ils veulent ça, ils veulent la paix, le peuple camerounais et tout le tralala. Évidemment, ils s'en battent les steaks. Mais comme c'est aussi important pour les affaires, Trump aime officialiser ce genre de choses. Il aime officialiser. Il n'est pas toujours comme dans le contexte de Bush et consorts où bon, c'est quand il y a la guerre que dans les back-back on exploite les ressources. Lui, il aime mettre la pression de manière officielle. Que oui, je vais te supprimer tes visas, je te mets les droits de douane, et en retour toi tu me donnes les ressources. Et lui, il ne cache pas. C'est sa manière de faire. Son business, sa pression économique, elle est officielle, elle est visible, elle est transparente. C'est de la barbarie, mais au moins c'est de la barbarie transparente. Donc voilà. Et voilà. Donc c'est un peu ça. Il faut donc savoir que, il faut souligner, je veux dire que avant même de savoir si Maurice Kamto allait déposer sa candidature ou non au nom du MRC, ou s'il allait contourner les Camerounais qui se trouvent à l'ONU, parce qu'il y en a qui travaillent aux Nations Unies. Ils auraient pu, moi je le leur reproche, Philémon Yang et autres, ils auraient pu se servir de ce levier-là beaucoup plus tôt pour faire pression sur les États-Unis en leur disant vous devez dire à Paul Biya de respecter le jeu électoral. Ça aurait permis que
l'article 80, par exemple, soit respecté par Eric et Saucé. Si les Américains avaient fait leur pression plus tôt, s'il n'y avait pas eu le bal des malfrats avec l'ONU et la convention bizarre, la réunion bizarre, la réunion obscure avec l'ONU contre le peuple camerounais, si les Camerounais, c'est-à-dire qui sont normalement des ambassadeurs du peuple camerounais, avaient œuvré auprès des Nations Unies, auprès des États-Unis là-bas à New York pour, à l'époque où on était en train pendant toute l'année 2024 de revendiquer la publication de la liste électorale nationale, peut-être que les choses seraient autrement. C'est-à-dire, voilà, comprenez-moi bien, je dis que Paul Biya respecte le jeu électoral. Je n'ai pas dit que les États-Unis viennent installer Maurice Kamto ou chasse Paul Biya, non. Donc voilà, et Philémon Yang travaille là-bas. Mais bon, je ne peux pas demander au parrain de la mafia d'appeler lui-même la police pour vérifier ses stocks de drogue. Vous savez, Philémon Yang, qui était donc le premier ministre entre 2009 et 2019, il est aussi en même temps président de l'Assemblée générale de l'ONU. Et oui, un Camerounais président de l'Assemblée générale de l'ONU, c'est tournant, c'est une présidence qui dure 1 an. Il est président depuis le 10 septembre de l'année dernière, donc il en a encore pour quelques semaines, jusqu'au 10 septembre 2025. Et Philémon Yang là-bas, on a vu récemment, il a énormément, je veux dire, il a beaucoup parlé des victimes de Gaza. Ce qui est une bonne chose, parce que moi-même, ce que Netanyahou et le gouvernement israélien fait dans la bande de Gaza, ça m'horripile au plus haut point. D'ailleurs, demain, je vais faire une conférence dessus. Sur le conflit Israël-Iran, on va évaluer les forces et les faiblesses. Qui a gagné le conflit, ce sera un peu le thème de la conférence. Il était président de l'Assemblée générale de l'ONU et parlait de cette histoire. Mais il est resté muet sur son propre pays. Il a compati pour les victimes de Gaza et tout. Il veut un cessez-le-feu, il veut un retour à la normale. Mais pour le pays, il a totalement oublié. Ça, c'était, voilà. Ça, c'est ce qu'on peut déplorer. C'est-à-dire, tu fais pression sur les autres, mais tu oublies ton propre pays. Ah oui, merci Bloom. Petite parenthèse. Abonnez-vous à mon deuxième compte, là, Wilfried Ekanga. Il est là parce que, je suis, puisque vous n'aimez pas tapoter, vous n'aimez pas envoyer les cadeaux, vous n'aimez pas sécuriser les lives, vous n'aimez pas bloquer les ignares qui viennent nous insulter. Les gens signalent notre conférence et elle est muselée. Je suis content qu'on ait retrouvé à peu près 700 personnes actuellement parce que tout à l'heure ça a été signalé, j'ai dû faire une contestation, voilà, ce n'était pas facile. Donc le deuxième compte s'y sert de secours pour demain ou après-demain si le compte est signalé. Donc abonnez-vous là-dedans. Je suis à 30 000 abonnés sur le compte principal Wilfried Ekanga. Arrangez-vous à ce qu'il y ait également 30 000 abonnés sur l'autre compte s'il vous plaît. Ça permettra vraiment à ce que nous puissions contourner toutes ces restrictions. Voilà. Donc, comment commander mon livre? Bon, tu le commandes sur Amazon, chef. Sur Amazon, tu peux le commander, il coûte 20 €, tu dois t'impliquer. Ou alors, si tu veux la signature, tu le commandes chez moi. Tu m'écris juste un message, Wilfried Ekanga, et tu me dis, voilà, je veux un livre, un exemplaire dédicacé. J'ai aussi un autre livre, Le Village d'Ining. Lui, il ne parle pas de politique, mais il parle d'éducation, éducation ancestrale, éducation africaine, dont je vous invite à commander les deux livres. Donc, Philémon Yang a sauté avant la fin de son théoriquement, il devait rester jusqu'au 10 septembre, parce que la présidence dure 1 an. C'était il y a quelques semaines, là, il y a 2-3 semaines, je sais plus, qu'il est parti. Mais en tout cas, oui, il était encore au moment où il fait son truc. On est le 4 juin, au moment où il parle de Gaza et tout. Ils ont même amené une résolution à l'ONU, à l'Assemblée générale de l'ONU, pour justement, amener un cessez-le-feu, pour qu'il y ait, voilà, une évolution sur la question Israël et tout le tralala. Mais bon, la résolution n'est pas contraignante au niveau de l'Assemblée générale. Elle n'est pas passée, mais au moins l'intention, elle était là. Par contre, pour le Cameroun, on ne l'a pas vu justement à appuyer comme ça une résolution au niveau de l'Assemblée générale. Ce n'est pas théorisé là-bas, c'est l'un des conflits, c'est l'une des problématiques le Cameroun, la dictature au Cameroun, un peu comme le conflit anglophone, c'est l'une des problématiques les plus ignorées du monde politique actuel. Et Philémon Yang qui s'exprime sur les victimes à Gaza, sur les drames des autres, ne s'exprime pas sur les drames de son pays.
Donc c'est un peu ce qui est triste. Bon, petite parenthèse, hein, petite parenthèse juste comme ça gratuitement pour ceux qui veulent un peu de la pédagogie. Quand je dis que les décisions de l'Assemblée générale ne sont pas contraignantes, ça veut dire que les États, en fait, contre qui une résolution s'applique, ou les résultats qui doivent appliquer une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU ne sont pas obligés d'appliquer la fameuse résolution. C'est une sorte de pression symbolique, une sorte de pression morale. Voilà, et évidemment, comme vous pouvez vous attendre, les pays concernés, ils s'en foutent totalement. Regardez Israël, toutes les résolutions de l'Assemblée générale contre eux, toutes les plaintes, toutes les condamnations, ils s'en foutent. Et comme je dis, demain on va parler d'Israël. Quoi qu'il advienne, on va parler d'Israël. Ça me tient à cœur cette histoire-là parce que je n'aime pas l'injustice et c'est un gouvernement très injuste. On va en parler demain. C'est pour ça qu'on m'avait bloqué la première fois. Donc demain, préparez aussi tous les moyens possibles pour sécuriser la conférence parce que ça va être grandiose. Donc voilà. Bref. Sinon voilà, on va souffrir des esprits malveillants. Outre les biéistes qui ne m'aiment pas, les Israéliens aussi n'aiment pas. De toute façon, quand on parle des méfaits de leur gouvernement, ils caricaturent, ils font de la propagande à l'antisémitisme, alors que nous, en tant qu'Africains, ça ne nous concerne même pas. On fait une analyse politique sur un drame, et ce n'est que ça qu'on fait. Il faut dire les choses qui sont pas bien quand elles ne sont pas bien. Donc voilà. Alors, le souci de Philémon Yandon, c'est que sur le Cameroun, lui, c'est motus et bouche cousue. Lui, c'est un soutien sans faille de Paul Biya. Donc, si on lui demande là-bas à New York, si on lui avait demandé si les élections vont bien se passer, si tout est ok, lui il disait que oui, ça se passe bien, tout sera ok et tout. Donc voilà, il y a rien à attendre des gens comme ça. Et c'était un peu une déception, alors qu'il aurait pu porter la problématique du Cameroun là-bas, même si ce n'est qu'une pression morale et symbolique. Parce qu'on sait que bon, c'est au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU que les décisions se prennent de manière contraignante, sauf que au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, bon, pour les questions israéliennes, par exemple, les Américains mettent toujours leur veto. Il aurait pu porter justement le problème du Cameroun là-bas. Il ne l'a pas fait et bref, ça fait on a perdu énormément, alors que on a perdu un avantage qu'on avait quand on demandait à ISOC de publier la liste nationale, conformément à l'article 80. Lui, il ne publiait pas et il n'en faisait qu'à sa tête et ça permettait que, bon, le temps passe, eux, ils utilisaient la stratégie du pourrissement et ça fait que même si on aime bien que les États-Unis se souviennent que c'est le peuple camerounais avant tout et qu'ils doivent amener le cartel de Yaoundé à respecter le jeu électoral pour que ce soit le meilleur qui gagne, même si c'est pas mal, c'est un peu tard, en fait, et ils auraient pu mieux faire. Donc, soit tu veux te rendre utile, tu le fais il y a temps, ou alors, finalement, tu ne le fais même pas. Donc, bref, c'est un peu ça. Donc, donc, voilà. La pression internationale, en fait, je dis bien la pression, parce qu'il faut vraiment que je clarifie dessus. C'est différent de l'ingérence. Parce que, l'ingérence, ça c'est autre chose. C'est vraiment un État vient et prend parti pour un dirigeant ou un candidat et se met à œuvrer pour que ce candidat-là soit le vainqueur. Ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Donc quand je dis la pression, je dis vraiment la pression. Elle aurait pu aider si elle s'était déroulée dans un bon timing. Elle aurait pu aider à un climat électoral plus sain. Biya n'est pas un leader de l'AES pour dire que lui ne veut pas d'élection et que l'ONU n'a rien à faire là. Donc ne venez pas me dire que oui, mais tu veux que les Américains viennent ou bien non, non, non. Je dis bien, il s'agit de la pression internationale, pas de l'ingérence. Et encore que l'AES, même s'il était l'AES, même si l'AES n'est pas parfait, l'AES est différent. Et ils ont le droit de ne pas faire des élections. Ils ont un assentiment populaire absolu derrière les trois militaires. Et en plus, les trois militaires brillent par leur caractère mais réellement souverainiste. C'est-à-dire eux vraiment ils sont mais vis-à-vis de tous les partenaires qui confondent coopération et colonisation, et ils ne plaisantent pas. Soit tu coopères avec nous, soit tu fous le camp, mais tu ne viens pas jouer les civilisateurs, tu ne viens pas recoloniser, tu ne viens pas nous expliquer que oui, on doit te donner 90% du manganèse et nous on n'a que 10%. Non, non, non. Et donc le peuple là-bas, dans ces États, dans sa majorité, en tout cas, a accepté que c'est une situation exceptionnelle et ils ne sont pas pressés là-bas de faire des élections.
Des élections qui d'ailleurs, au demeurant, vont ouvrir la voie à des agents france-africains pilotés par la métropole. Là-bas, ils ont d'autres priorités et ils sont plutôt heureux des dirigeants qu'ils ont là. Ibrahim Traoré, par exemple, c'est le président le plus aimé d'Afrique. Souvenez-vous de sa petite virée quand il allait voir le président ghanéen Nana Akufo-Addo après son investiture. Où Akufo-Addo lui a dit, mais my friend, en fait, c'est toi tu me voles la vedette là, c'est chaud. Finalement, moi, je vais te laisser le pouvoir, hein, parce que les Ghanéens, au lieu de m'applaudir, c'est toi qui les applaudis. Donc, j'ai dit tout ça pour ceux qui vont venir me dire pourquoi je soutiens les militaires, pourquoi tu soutiens les militaires au Niger, au Burkina, et tu demandes que les instances internationales fassent pression pour le jeu électoral au Cameroun, blablabla. Non, ce n'est pas la même chose. C'est pas pareil. Au Cameroun, Paul Biya, ou plutôt ses restes, vous disent que ils sont démocrates. Voilà, Paul Biya vous dit je suis démocrate, le père de la démocratie. Je veux qu'on retienne de moi celui qui a apporté la démocratie, etc. Donc, voilà, il se vante même toujours d'avoir été porté par les urnes. Donc, quitte à faire des élections, autant donc bien les faire. J'espère que vous avez compris maintenant la nuance et que vous avez compris que ce n'est absolument pas la même chose. C'est-à-dire, c'est pas la même chose du tout. C'est donc pour ça que je dis que l'ONU, la vraie ONU, ou plutôt les USA si vous voulez, auraient dû intervenir beaucoup plus tôt. Auraient dû faire leur sortie beaucoup plus tôt pour suggérer. Et je dis bien suggérer, je suis même gentil, je dis pas exiger, pour suggérer. Puisque vous aimez les biaïstes surtout, vous aimez vous agiter, que vous tenez à votre souveraineté, pourtant bientôt cédée aux Français, hein, aux Chinois, aux Turcs, aux Libanais, bref. L'ONU, la vraie ONU, comme je dis, aurait dû suggérer à Elekam ou à Biya, un peu plus tôt, et de manière beaucoup plus sincère, justement, de respecter le jeu électoral. On aurait peut-être eu à ce moment-là la publication de la liste. Au lieu de faire ça, elle a fait un double jeu. Comment dire, avec une impression qu'on a eu qu'elle avait fait davantage des efforts dans le camp de l'oppresseur. Et ce n'est que les derniers jours-ci que Trump et son gouvernement regardent le Cameroun et disent que oui, bon, il faut que le jeu soit équilibré, il faut que le peuple camerounais soit priorisé, etc., etc. Donc il se rappelle même que c'est maintenant que Trump se rappelle que, même s'il se fout pas mal du président au Cameroun, lui-même il serait gagnant si tout se déroule dans le calme. Je vous ai dit le golfe de Guinée, je vous ai dit c'est 24 milliards de barils de pétrole. Et il n'y a pas que, il y a du gaz, il y a énormément de choses. Le bassin gazier Campo, Kribi, Limbe, c'est un bassin gazier énormissime. C'est-à-dire, on a 22 000 milliards de mètres cubes d'eau, de mètres cubes de gaz. C'est 22 milliards de mètres cubes de gaz. En fait, il y a des richesses, mais qui ne disent pas leur nom de ce côté-là. Et Trump s'est souvenu que bon, c'est des shithole countries, certes, mais si les choses sont calmes là-bas, je vais pouvoir négocier et essayer d'aller puiser un peu de pétrole et de gaz là-bas pour justement contrecarrer la Chine, la Russie et tout le tralala. Donc voilà. En 1982, pour vous aider à comprendre la différence entre les États-Unis et la France notamment, en 1992, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les relations diplomatiques avaient été extrêmement, et s'étaient retrouvées extrêmement tendues, voire même quasiment rompues entre le Cameroun et les États-Unis. C'est aussi pareil entre le Cameroun et l'Allemagne. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, pour l'Allemagne, Helmut Kohl, le chancelier fédéral, Helmut Kohl qui était chancelier entre 82 et 98, il avait eu une très bonne opinion de Paul Biya. Paul Biya était venu dans l'ancienne capitale en Allemagne à Bonn en 86. Ça c'était avant la chute du mur de Berlin, avant la réunification des deux Allemagnes. En 86, il est arrivé là avec Jean qui était dans ses valises. Ils sont arrivés en Allemagne. Les Allemands étaient séduits. On voit ce jeune président, il est prometteur. Il va certainement amener le Cameroun dans la voie économique que Ahidjo a tracée. Voilà. Mais patatras, en 92, Helmut Kohl comprend que Paul Biya, ce n'est pas celui qu'il croyait.
Paul Biya et Helmut Kohl s'étonne du niveau du tribalisme, du niveau de violence que Paul Biya va exercer sur les opposants politiques, les Camille Bramassok, les Samuel Ebois, les Jean-Jacques Ekindi, les Charles Chongan, les voilà, c'est-à-dire les Bamileke, les Nigel Fronzi, c'est-à-dire tribalisme, violence. L'Allemagne, les Allemands n'en croient pas leurs yeux. Et donc là, comment dire, là, les choses changent parce que Helmut Kohl, on est en 92, le mur de Berlin vient de tomber, le bloc de l'Est s'est dissous, depuis l'intervalle 89-91, l'Allemagne s'est réunifiée, donc on est à la reconstruction. Et là, Helmut Kohl réalise que mais son vieil ami Paul Biya qui est arrivé il y a 3 ans en Allemagne, il est en train de prendre un chemin mais de répression horrible. Donc ça a conduit carrément l'Allemagne à couper les ponts avec le Cameroun pour quelques semaines. C'est-à-dire et à suspendre certaines facilités que le Cameroun avait sur le plan diplomatique. C'est la même chose que les États-Unis vont faire. Celui qui dit plus besoin de discourir, ne venez pas ici, là où les gens parlent, dire qu'il ne faut pas parler, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, si ce que quelqu'un dit ne te plaît pas, tu vas dormir. Les 700 personnes qui sont là parce que elles ont des enseignements qui leur sont utiles. En fait, je vous donne une recommandation, enfin deux. La première, c'est abonnez-vous à mon deuxième profil, Wilfried Ekanga, pour qu'il ne soit pas verrouillé. Si je suis verrouillé ici, l'autre profil sert de profil alternatif. Mettez mon deuxième compte à 30 000 abonnés, comme le premier compte sur lequel je fais ce live, parce qu'on va énormément nous supprimer. Les gens qui écrivent les bêtises que vous lisez en commentaire, ils vont signaler, parce qu'ils ne font que ça, ils vont empêcher nos lives de fonctionner, ils vont signaler, ils vont voilà. Nous nuire, ils vont essayer de nous nuire. Donc abonnez-vous à ce deuxième compte. Deuxième recommandation, n'écrivez pas un commentaire quand vous n'avez rien à dire. Certains commentaires, tu les lis, tu te dis mais pourquoi est-ce que tu ressens la nécessité d'écrire cela? On est en train de parler des choses intéressantes, des choses importantes. On est en train de rappeler des données historiques qui peuvent être utiles. Au lieu de prendre des notes, c'est gratuit. Tu viens dire des bêtises. Donc voilà. L'Allemagne a suspendu ses rapports avec le Cameroun pendant plusieurs semaines. Les États-Unis de George Herbert Walker Bush, le père de George Bush Jr., qui était président à cette époque-là, ils ont suspendu. En novembre 92, les États-Unis ont suspendu leur aide au Cameroun. C'est-à-dire, même les Américains, même les Allemands étaient étonnés par le niveau de barbarie de Paul Biya. Donc voilà, ça fait que les États-Unis sont impliqués. Enfin, les États-Unis connaissent le dossier Cameroun. Les approches sont différentes. La plupart du temps, ils laissent la France agir parce que c'est le précaré de la France et que bon, intrinsèquement, les Américains s'en foutent. Paul Biya, vous pillez, vous tuez, c'est pas leur problème. C'est à la France de gérer. Mais quand même, les États-Unis étaient le premier partenaire au niveau du pétrole avec le Cameroun à l'époque d'Ahidjo. Maintenant que Trump est arrivé au pouvoir et qu'il aime énormément le pétrole, il a envie de revenir à ses fondamentaux. Il veut contrer la Grande-Bretagne, la France, la Chine, bref, tous ceux qui sont intéressés par notre pétrole et notre gaz. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Et c'est l'une des raisons, pas la seule, pour laquelle ils mettent aussi pression, parce qu'eux aussi veulent que les choses soient un peu calmes pour pouvoir bien négocier, car la mentalité du président actuel, c'est je veux faire le business, je veux parler, je veux parler, je veux faire du bilatéralisme. Parfois il a besoin de tranquillité. Si un homme pressé, Emmanuel Macron, la France, elle s'en fiche, elle soutient Biya, ça ne souffre de rien. Donc pour que ce soit clair ici, la France soutient Biya, et elle soutiendra Biya pendant toute cette campagne. Vous avez vu ce qu'elle a fait, vous avez vu l'ambassadeur avec Atanganji Thierry Marchand, qui a reçu à Tanganji. Vous imaginez Bruno Retailleau, ministre français de l'Intérieur, recevoir Magnus Ekomo. Qui connaît Magnus Ekomo en France? Qu'est-ce qu'il représente? Il n'est rien du tout. Même à la taille du microbe, il n'a pas. Pourtant, tout le monde connaît Thierry Marchand, qui est reçu carrément par Paul Atanganji pour parler des élections. Vous avez vu Monsieur Bono, le patron de la gendarmerie, qui est arrivé, qui, Betty Assomo, Galax et Toga, tous ont incliné la tête devant lui, alors que eux, ils passent le temps à menacer les Camerounais le reste du temps. Mais quand leur vrai chef, leur vrai patron de gendarmerie débarque, il passe en revue les troupes, il reçoit les honneurs, il donne des ordres, des instructions.
instructions pour mieux sécuriser la campagne politique en faveur de la France. Emmanuel Macron soutient Biya de A à Z. Je vous rappelle que Paul Biya est allé carrément 92 ans. Il est allé sécher pendant 4 heures de temps avec un préservatif imprégné sur la tête sous la pluie à Paris, au point d'attraper une pneumonie et d'être hospitalisé pendant 45 jours. C'est-à-dire pour dire à Emmanuel Macron que non, je suis prêt à mourir pour toi, trop de dolo. Donc, qui dit fake news là? Fake news par rapport à quoi, Yves Jules? Soit vous écrivez des commentaires précis, soit on va bloquer vos commentaires. Tu dis fake news quoi? Tout ce que je dis est absolument vrai. Tu dis fake news par rapport à quoi? Ou tu répondais à autre chose? Je ne sais pas. Tu dis fake news. Qu'est-ce qui est fake news? Je comprends pas. Donc, merci pour les cadeaux, chef. Vos cadeaux font plaisir, vraiment. Ils permettent non seulement de sécuriser le live. Vous voyez, le live tient mieux que le précédent. Vous pouvez être 700 personnes, vous regardez quelqu'un parler, vous voyez des gens qui signalent, mais vous ne tapotez pas, vous n'envoyez pas de cadeaux, non. Même matériellement, ça encourage. Donc, voilà. On a une conférence samedi, le 19 juillet, à Paris. Aussi rue Matisse dans le 19e. Les cadeaux que vous envoyez peuvent payer même le transport pour y aller. C'est toujours un pan de la Renaissance, une manière de contribuer. L'argent est le nerf de la guerre. C'est une contribution personnelle envers celui qui tient la conférence actuellement. Outre vos contributions pour le MRC qui demande justement que les Camerounais donnent 7 milliards à la plateforme, à la coalition APC, pour qu'on ait les scrutateurs absolument partout. Donc merci à ceux qui envoient les cadeaux, ça fait énormément plaisir, envoyez autant que vous pouvez, je ne les refuse pas, et ils permettent surtout de sécuriser le live et d'empêcher que à chaque fois qu'on va ouvrir, comme le camp d'en face ne veut pas qu'on parle, parce qu'il sait la force de frappe que nous avons, la preuve. Je parle seul depuis, vous êtes 700 et des poussières, parfois 800, et il est pourtant ici 2h25. Pour qu'il y ait 700 personnes pour quelqu'un qui parle seul, il faut qu'il fasse du japap, ou il faut qu'il y ait plusieurs personnes, et voilà, mais là je suis tout seul, et je ne suis même pas en vidéo, donc vous imaginez, ça veut dire que c'est du lourd, et les gens trouvent qu'il y a des choses importantes à écouter. Donc voilà. Comment dire, donc Paul Biya, pour montrer à Emmanuel Macron qu'il est son meilleur élève, a donc pris le time condom qu'il a mis sur la tête, et il a séché comme ça sous la pluie, comme je sais pas, un Chinda de la pire espèce venu montrer son amour absolu envers son patron. Donc voilà. La France, elle soutient Paul Biya. La France soutient Paul Biya. Les États-Unis jouent dans la partition que je viens de vous expliquer en essayant de se mettre en scène pour des élections équitables, peu importe qui gagne, pour négocier ces histoires de pétrole, de gaz et tout. Donc voilà. Maintenant, ça nous est utile parce qu'avec les médias sociaux, déjà, nous avions, en tant que peuple camerounais, les réseaux sociaux qui aujourd'hui sont un levier de combat énorme. On a mis une pression incroyable au régime de Biya. On ne lâche pas la pression, accentuée par justement les pressions des puissances internationales. Et voilà. Et à tous ceux qui veulent nous provoquer, hein, je l'ai dit ici, je vous rassure, nous avons réponse à absolument tout. C'est-à-dire, si ça te dérange que moi, le panafricain Wilfried Ekanga, je trouve des points positifs à la pression internationale, sache, bon, déjà que vous ne connaissez rien au panafricanisme parce que ça n'a aucun rapport de deux. Quand on dit qu'on est content de la pression internationale, ce n'est que le plan B, c'est pas ça le plan A. Notre plan A n'était pas de compter sur la pression internationale. Notre plan A, c'est celui que vous ne voulez pas réaliser. C'est-à-dire, quel est le meilleur moyen d'empêcher l'ingérence étrangère? Quel est le fameux plan A? Il est simple en fait. Si vous ne voulez pas d'ingérence, respectez les lois, bon sang. Si vous respectez les lois, il n'y aura pas d'ingérence. Si vous respectez les lois, il n'y aura même pas besoin que les États-Unis viennent vous dire que oui, on se tiendra aux côtés du peuple camerounais pour que le jeu soit équilibré. Si vous respectiez les lois, il n'y aurait aucun souci. Et le pire, c'est-à-dire c'est que c'est vous-même, et c'est ça qui est délirant dessus. C'est vous-même le non-respect des lois là. Il est d'autant plus dingue que c'est vous-même qui avez mis ces lois là. C'est vous-même qui avez promulgué ces lois. Vous ne respectez pas vos propres lois, vous ne respectez pas le jeu électoral. Kamto dit, ma candidature ne souffre de rien au regard de la loi. Vous dites, il ne sera pas candidat. On vous dit, quelle est la loi? Vous dites, ah, c'est le Conseil constitutionnel qui va trancher.
Même le grand Prof Louison et Somba, on lui dit de dire la loi, il dit c'est le Conseil constitutionnel qui va trancher parce que le but c'est d'espérer que le Conseil constitutionnel ne dise pas le droit. C'est d'espérer que le Conseil constitutionnel viole la loi. Donc ils deviennent des hors-la-loi. La déstabilisation des institutions, la vraie, c'est celle-là. C'est-à-dire, au lieu de souhaiter que le droit soit dit, on souhaite que ceux qui ont la police, la gendarmerie, méprisent le droit et que comme ils ont la police, la gendarmerie, on intimide la population de ne pas revendiquer pour le respect des lois. Donc, respectez les lois. Et vous ne verrez pas les États-Unis, vous ne verrez pas le Canada, vous ne verrez pas l'Allemagne, vous ne verrez pas, je sais pas, telle ou telle puissance venir donner des leçons à Paul Biya. Respectez les lois, tout simplement. Respectez les lois. Donc c'est pas que nous on veut que les Américains viennent, on veut que les Américains machin. Non non non, respectez les lois tout simplement. Parce que vous qui ne respectez pas vos propres lois, c'est de la folie. Mesdames et messieurs, on va s'accorder une petite trêve d'une minute. On va écouter l'hymne de la Renaissance. Voilà, le temps d'assimiler ce qu'on a vu jusqu'à présent. Pendant une minute simplement, le temps que l'hymne de la Renaissance passe, et après on va continuer, on va souffler un peu parce que voilà, ça va pas être long, une minute. Continuez à partager la conférence s'il vous plaît. Nous serons à la conférence sur le panafricanisme du Cameroun. Bon, déjà si tu dis comme ça, c'est que tu n'es pas en diaspora. Donc même si tu voulais venir, tu ne pourrais pas. Voilà, de deux, je ne vous empêche pas de tenir une conférence au Cameroun. Vous n'avez qu'à la tenir là-bas, où tu n'as aucune idée de ce qu'est le panafricanisme et tu ne peux pas en parler. Donc, l'hymne de la Renaissance, et voilà. Merci encore une fois pour les cadeaux, c'est très gentil à vous.